Le En lendemain, 2 jours, ta société est ouverte. Et 1 mois plus tard, tu reçois ton identification fiscale américaine. Tu peux ouvrir un compte en banque américain. J'ai dû monter sur scène et me présenter devant les 3500 Non. étudiants. En parlant pas En en Thaï. Thaï. Et j'ai un compte bancaire en Thaïlande sur lequel je fais venir peut-être 3000 € par mois depuis 5 ans. Il s'est levé un matin avec un Thaï qui est venu frapper chez lui, qui a posé un flingue sur la table du salon en lui disant la maison dans laquelle on est là actuellement, maintenant, elle est à nous. Et la maison que tu mets en location, elle est à nous aussi. Yo, Yo, comment ça va? Ça va bien? salut les entrepreneurs. Salut à tous. Bienvenue dans le podcast, qui est un podcast où on passe un podcast. C'est un hein. podcast Voilà. avec des cats. Avec des cats. Et où on va parler un petit peu business, un petit peu lifestyle, un petit peu de notre vie ici. En Thaïlande, à Bangkok. En Thaïlande. Donc aujourd'hui, On a des invités. on a des invités. Le premier, c'est Isidore, Isidore. Alias Michou. alias Michou, sosie officiel de Michou. Isidore, c'est notre premier invité humain. Et on a ensuite des invités félins. C'est ça. On a Wyvern, Wyvern qui aussi dort. communément appelé Patate, Grosse patate. ou Brioche, qui est pas forcément très actif. Et on a Shanom, Shanom. Shanom qui est très active, elle au contraire, et qui du coup va peut-être pas rester ici. Et qui va peut-être pas rester ici très longtemps. Du coup, on va peut-être se présenter rapidement Allez. pour que les gens nous connaissent. Moi, c'est H. Je suis l'associé d'Hugo, du coup. Et du coup, on a quelque chose qui s'appelle Remote Revolution. Tu vas en parler. On en parlera En 10 secondes. On en parlera Non rapidement aussi pour la présentation. Du coup, moi, c'est Hugo. Je suis l'associé de H par définition. Et aujourd'hui, on accueille Isidore qui peut se présenter lui-même. Exactement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, actuellement, sur Bangkok, ça fait un petit peu plus d'1 an et demi que je suis sur Bangkok. Et là, mon business principal, c'est d'accompagner les entreprises sur TikTok. Ok. Donc, principalement des SaaS et des e-commerçants. Et on les accompagne à se développer organiquement sur la plateforme. C'est-à-dire sans faire recours appel à la publicité. Ok. Donc avoir créé une vraie communauté justement autour de TikTok. Ok. Donc, ouais, généralement, ils font déjà de la pub et toi, le but, c'est de les amener sur de l'organique pour avoir plus de long terme. Exactement. Bah, l'idée, en fait, c'est que tu es un SaaS, tu es un e-commerçant, tu as déjà une marque ou un business qui tourne et tu as envie de te développer, créer une vraie marque, une vraie Autorité, quoi. Exactement, une vraie Ouais. autorité, plus d'autorité sur le marché. Et du coup, on va venir les aider pour se développer organiquement et évidemment rediriger tout le trafic de TikTok. Parce que sur TikTok, c'est assez simple. C'est ça aussi l'avantage par rapport à d'autres plateformes. C'est que sur TikTok, c'est beaucoup plus simple d'avoir des vues rapidement Ouais. que si tu te lances sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc en mettant les bonnes stratégies en place, tu as la possibilité de te développer très très rapidement. Et donc du coup, par définition, d'avoir plus d'abonnés, avoir plus d'autorité sur ton marché. Et c'est toujours quelque chose... généralement, les marques, ce qu'elles aiment bien, c'est pouvoir rediriger tout le trafic de TikTok. Alors, c'est pas forcément aussi qualifié que sur du trafic YouTube qui est vraiment très chaud. Mais par contre, ils le mettent tout le temps, par exemple, leur compte TikTok sur leur site, etc. Et ça vient également ajouter de l'autorité, de la confiance auprès des personnes qui visitent le site web. Parce Bien que sûr. si jamais elles cliquent, justement, elles voient tous les réseaux, Instagram, TikTok, etc. Bien sûr. Bah, lorsqu'ils cliquent sur TikTok, ils voient qu'ils ont aussi déjà un compte qui est bien développé, ça peut aider pour la conversion. Enfin, tu as plein d'aspects positifs, toute la partie Ok. redirection de trafic et également la partie autorité, confiance, et ça peut aider Ok. pour plein d'autres aspects également. Ouais, cool. Bon, on en reparlera, je pense On en aussi, reparlera. mais Mais du coup, moi, j'ai c'est une bien. question par rapport à ça. Est-ce que tu dirais que c'est... moi, j'ai toujours vu TikTok comme une plateforme un petit peu orientée très jeune, Ouais, pas forcément très business. Ouais. Et c'est une question que je me serais posée, que les gens vont peut-être se poser aussi. Est-ce que t'as pas des contraintes, on va dire, liées à la plateforme ok. par rapport- Bah, c'est une super question. Et justement, ça, les marques, principalement les marques un peu plus old school, c'est-à-dire qui sont pas forcément encore sur les réseaux, TikTok, etc. Bah, justement, au départ, et même ça commence à se développer, mais au début, justement, ils voulaient pas trop se lancer sur TikTok parce qu'à la base, TikTok, c'est quoi? C'était Musical.ly, des meufs qui dansent sur TikTok, etc. Et du coup, les marques ne voulaient pas se lancer sur TikTok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok, en fait, il va montrer le contenu aux utilisateurs en fonction de ce que les utilisateurs aiment. Donc, si par exemple, t'es un homme, t'as 60 ans et tu kiffes la pêche, bah, TikTok, il va te montrer que des vidéos de pêche. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous, on va mettre en place les stratégies pour les entreprises, bah, on Pour va vendre- cibler directement prendre des les hameçons. bonnes personnes. Alors, évidemment, on peut pas cibler, on peut pas choisir sur TikTok Vendre des bateaux de pêche. hommes entre 45 et 55 ans, mais le type de contenu,
Ça, on va pouvoir naturellement, le faire exactement. Ça va targeter Et l'algorithme tout seul. TikTok, en fait, il va tout simplement montrer le contenu Bien sûr. aux bonnes personnes. Et donc, du coup, en fait, n'importe quelle marque, c'est d'ailleurs pour ça que toutes les plus grandes marques même se lancent sur TikTok, hein, même toutes les marques de luxe, des marques, vraiment, t'as quasiment toutes les marques qui sont en train de se lancer sur TikTok. Ok. Parce qu'en fait, tu peux venir vraiment cibler ton public. Et même si c'est pas forcément que ton cœur de cible, tu peux aussi faire connaître ta marque auprès de plus de personnes. Donc même des gens qui sont jeunes, etc. Ils peuvent en parler autour d'eux et ça peut aussi faire de bouche à oreille. Enfin, il y a plein vraiment d'aspects positifs. Mais surtout, pour répondre à ta question, avec l'algorithme TikTok, il va venir cibler directement les personnes en fonction de ce qu'ils aiment. Et du coup, t'as pas forcément de problème à ce niveau-là. Ok. Tu te vexes pas hein, si des fois je te regarde et que mon regard est happé par ton arrière-plan. C'est juste que t'as il a tourné sa tête par contre. t'as une grosse patate très mignonne qui catch l'attention. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Elle met du sable dans le purificateur d'air. Parfait. Ok, donc du coup, là, toi, t'es arrivé en Thaïlande il y a 1 an et demi, tu nous as dit? Ou alors, non, à Bangkok il y a 1 an et demi? Je suis arrivé à Bangkok il y a 1 an. Bah, en fait, j'habitais qu'à Bangkok. Ok. T'as pas visité le reste de la Thaïlande? Ah si, ça quasiment, t'intéresse pas, genre? j'ai quasiment tout visité. Que ça soit là, quand je suis revenu, du coup, pendant 1 an et demi, je faisais des petits allers-retours. Je prenais l'avion ou je prenais l'avion, en fait, j'ai pris que l'avion. Et je suis allé à Chiang Mai, je suis allé à Pattaya, je suis allé à Krabi, je suis allé à Phuket, je suis allé à Surat Thani, enfin, toutes les villes vraiment. T'as un visa à long terme ou tu faisais ça genre entrée-sortie? Alors là, actuellement, au départ, j'avais un visa. Il me déconcentre. Non, t'inquiète. Au départ, j'avais un visa. Parce que pour revenir un petit peu sur mon parcours, j'étais déjà venu en Thaïlande lorsque j'avais 16 ans. Ouais. Donc ma première expérience en Thaïlande, je suis venu à 16 ans, j'étais dans une famille d'accueil thaïlandaise. Ouais. Et du coup, j'allais en cours en Thaïlande avec des Thaïs, etc. Donc ça, c'était ma première expérience en Thaïlande. Du coup, T'as gardé contact avec cette famille? Ouais, toujours. Okay. Même ma sœur d'accueil, etc. En fait, je suis resté dans une première famille avec qui je me suis pas du tout entendu. Parce qu'il faut savoir que la différence de culture est vraiment monstre. Et en fait, cette famille-là, ils voulaient pas à la base les parents accueillir quelqu'un. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un mois ou deux, ma sœur d'accueil m'a dit. Mais comment t'es arrivé là-bas? Bah, en fait, c'est-à-dire que ma sœur d'accueil, elle voulait absolument un étranger, etc. à la maison. Mais mes parents d'accueil, donc le père était ingénieur et la mère était gérait des écoles un petit peu partout. C'était dans une région qui s'appelle Kanchanaburi en Thaïlande. Ouais. Et non, c'était Ratchaburi au départ, dans cette région-là. Et ils voulaient pas justement, enfin c'est ça au début, moi je le savais pas, mais ma sœur d'accueil m'a dit, bon d'ailleurs elle aurait jamais dû me le dire, mais elle m'a dit mais tu sais que mes parents ils voulaient pas trop t'accueillir, etc. C'est hardcore, donc ça. forcément déjà ça mais tu sais qu'on voulait pas de toi. non mais c'est ça. Tu es une erreur. Ça n'avait pas forcément une super ambiance. Et je m'entendais. Ma sœur d'accueil était vraiment était assez spéciale, etc. Donc je m'entendais. C'était la seule avec qui je m'entendais un petit peu et encore elle était un petit peu spéciale, etc. Donc au bout de 2-3 mois j'en ai parlé à l'organisation. En fait, c'est une organisation qui trouve des familles, etc. Et du coup, ils m'ont changé. Je suis allé à Kanchanaburi. J'ai recommencé tout depuis le départ, etc. Okay. Et au départ, quand tu arrives en Thaïlande, tu dois te présenter. En fait, c'est des écoles, tu vois, elles sont assez grosses en Thaïlande. Donc, tu vas être 2, 3, 4 000 élèves, etc. Même si c'est un petit village, tu as énormément d'élèves parce que tout le monde revient dans la même école. Ouais. Et donc, moi, je devais, le premier jour où je suis arrivé, ils m'ont donné quelques heures pour apprendre à faire une présentation en thaïlandais. J'ai dû monter sur scène et me présenter devant les 3500 étudiants en parlant pas en thaï. Et en plus, à l'époque, je parlais pas anglais non plus. J'ai dû le faire en anglais et le faire en thaï, alors que je parlais ni anglais ni thaï. Tu t'avais écrit un truc ou? Ah, en gros, j'avais un phonétique. Ah ouais, en phonétique. J'avais un prof. Il avait écrit sa présentation en phonétique. Ouais, exactement. Okay. Et j'avais un prof dédié, et du coup, il m'a appris, j'étais là, bonjour, je m'appelle Isidore, j'ai 17 ans. Mais ils font ça que à toi? Enfin, t'étais le seul étranger. J'étais le seul étranger en plus de l'école. Non, mais c'est du bullying. Non, mais c'est du bullying. En fait, c'est pas pour que tu te présentes, je veux juste foutre de ta gueule. C'est incroyable. J'étais tout seul. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Thaïlande, en fait. Même pas anglais. En Thaïlande, tous les matins, je sais pas si tu sais ça, mais t'as des cérémonies pour. Ah, t'as l'hymne et tout. Exactement. Donc tu vas avoir l'hymne du roi, mais t'as également en fait un peu les news de l'école. Donc c'est-à-dire tu vas avoir news aujourd'hui il se passe ça, aujourd'hui il se passe ça. Et donc à 8h tous les matins, t'as tous les profs et tous les élèves qui doivent se rassembler sur une espèce de grand préau. Ouais, t'as ça dans toutes les écoles thaï. Il y a de la musique et tout. À chaque fois ça fout le bordel. Tout le monde s'assoit comme ça. Tout le monde s'assoit comme ça en tailleur. Et du coup, on écoute un petit peu les news. Et du coup, moi, j'étais genre la grosse news du jour. Aujourd'hui. On a un étranger. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, j'étais à Ratchaburi, dans une région où il n'y a aucun étranger là-bas. Non, j'étais le seul étranger dans l'école. Mais il était aussi le seul étranger de la province. C'est possible. Et du coup, j'ai dû me présenter devant toute l'école. Et du coup, t'as géré? Expérience traumatisante. Un peu stressé. En plus, j'ai un premier micro. Speech en public, tu sais. J'ai un micro. 16 ans. J'ai le directeur qui vient et qui m'amène des fleurs devant tout le monde. Et je suis là, tout le monde prend, parce qu'il faut savoir aussi que tout le monde prend des photos.
tous les tailles prennent des photos, des vidéos. Et sur incroyable. Instagram ce jour-là, sur mon compte perso, T'as pris 1000 abonnés. mais c'était ça. Non, Je te jure. En gros, il y a Moi, incroyable. je serais monté sur scène avec un t-shirt, avec mon ID. parce qu'en fait, il y a une personne, je sais pas comment, qui m'a trouvé. Elle m'a identifié en story et t'as toute l'école qui m'a identifié en story. Oh Et du là coup, t'as là. toute l'école qui m'a follow sur Putain. Instagram et qui, Voilà. qui m'a envoyé Fallait des- vendre des trucs là déjà. Fallait vendre un produit. Tu te serais mis à vendre du blanchiment pour la peau, t'aurais fait un carton. Putain, incroyable. C'est un truc de fou, on a trouvé un nouveau moyen de faire du marketing. Ouais. Ah bah, tu te présentes dans des écoles taille. Tu fais une école par mois, t'es la news de chaque école, Ouais. et tu prends un incroyable. cas à chaque introduction. Mais combien de temps ça a duré l'introduction? L'introduction a duré peut-être, je sais pas, 20 minutes, quoi. Et en 20 fait, minutes aussi, sur oui, toi. c'est en fait, il me posait des questions également. C'est-à-dire que, par exemple, à ce moment-là, il y avait un petit peu, c'est la Coupe du Monde, etc., le foot. Oula. Continuez. On a une interruption par un chat qui monte sur les tables de mixage. Attends. Elle vient d'appuyer sur un bouton pour envoyer des sons de grillons. Donc peut-être qu'on entendra des sons de grillons. Si on entend des Donc sons de grillons, c'est normal. masterclass, mec. C'est- Non, franchement, ce serait trop bien. Eh ben, je pense qu'on les entendra, mais c'est notre DJ Donc voilà. chat. En C'est un homme. plus d'être invité pour créer du contenu, les chats sont aussi invités à la production. C'est des animateurs de radio, Ils vont envoyer des roulements de tambour. c'est ça. Ou des cornes de brume. Incroyable. Ok, bon, désolé, on t'a Ouais, coupé. ouais, Ah, pas de souci. Et donc concrètement, Ah, c'est pas il me nous, posait hein. également il me posait également des questions. Donc c'est-à-dire que, tu sais, à ce moment-là, c'était un peu la Coupe du Monde, etc. Ouais. Et du coup, il me posait pas mal de questions sur, des questions plus, je regarde pas le foot, donc il me posait des questions sur le foot, etc. Et du coup, quand j'ai changé d'école, j'ai changé de famille d'accueil, j'ai dû refaire la même chose, une autre présentation pour, Ok. tout simplement dans l'autre école, quoi. Donc ça, c'était ma première expérience en Thaïlande, 1 an en famille d'accueil, Waouh. Et du coup, à 17 ans. à 17 ans. Ok. Bah, du coup, ça a dû te faire sauter la peur de parler en public ou ça a dû avoir un impact un petit peu. Ouais, non, bah en soi, c'était une. Non, pas forcément. Je pense que ça, c'est quelque chose qui reste. Le stress, c'est pas une expérience qui va t'enlever tout un stress, quoi. Je pense que si je l'avais fait peut-être 100 fois, peut-être. Et encore une fois, je suis pas sûr parce que même les personnes, ceux qui font du théâtre, etc., qui montent sur scène, même quand t'es hyper habitué, bah, tu vas toujours avoir un stress, la boule Bien au sûr. ventre. Et c'est normal. En fait, le stress, tu t'habitues. Et c'est plus simple probablement pour toi que quelqu'un qui n'a pas l'habitude, mais tu auras toujours un stress et même, enfin, à chaque fois, tu as toujours ce petit stress. Enfin, en tout cas, je pense. Et quand je parlais à d'autres personnes Ouais. dans le théâtre, c'est Ça t'a fait un bon baptême de. T'as déjà parlé en public depuis? en public, bah en cours, mais c'est tout. Hein. Je vais pas reparler en public devant 3000 Ok. personnes. Non. T'as pas fait de keynote ou de T'as pas présentation fait de un- ton business? On t'a pas encore invité à TED. Ouais. Non. T'as pas fait un TEDx. Oh, le loser. Tu serais à l'aise, toi, de parler en public Ah, il y a encore des sons de grillon. Ah ouais. Non, il n'y a pas eu de son de grillon. Bon, bah tant pis. Il est pas très bien éduqué, ce chat. Shannon, va falloir que tu prennes exemple sur Patate. Parce que Patate, tu vois, il bouge pas. Mais attends, mets-la dans la bulle, là, parce que tout à l'heure, elle voulait monter dans la bulle, elle y arrivait pas. Mais là, dans la petite bulle, je crois, elle va kiffer. Tiens, mets-toi là. Voilà. Ah, ça serait bien. Je pense qu'elle va se poser là, elle voulait y aller tout à l'heure. Bon, voilà, c'est les aléas du live avec des chats. Et du coup, moi, pour répondre à ta Ouais. question, Est-ce que j'ai tu- déjà parlé en public. Alors, faut savoir, je vais balancer des dossiers, mais des exclusivités par la même occasion. Faut savoir que moi, j'ai eu une carrière de rappeur à 13 ans. De mes 13 ans à mes 16 ans environ, j'ai fait du rap. J'ai fait une dizaine de musiques. J'avais un studio d'enregistrement chez moi. Et donc, bon, au début, j'ai commencé avec une carte son qu'un pote avait dans un coin et on enregistrait sur GarageBand. Vraiment, Audacity, je me rappelle à l'époque. Ah ouais, Donc, vraiment, c'est vraiment, hardcore Audacity. Le niveau zéro du rap, j'avais même pas de micro. À un moment donné, je crois que j'avais acheté un micro à Boulanger, mais je savais absolument pas comment ça marchait. J'avais acheté un micro de karaoké pour. Du coup, t'avais de l'écho dedans. Tu sais. Tu t'es enregistré comment, du coup, avec ton C'était téléphone? n'importe quoi. Tu rappes avec ton téléphone? Non, en fait, au début, j'avais enregistré ce micro-là de karaoké avec Audacity et j'essayais de m'enregistrer sur Audacity. Bon, j'ai vite compris que ça marchait pas. Et puis, il y a un mec qui avait
un tout petit peu plus d'expérience que moi, mais qui était vraiment pas bien loin, et qui lui aussi faisait du rap, et qui avait lui par contre un vrai micro compresseur et tout ça, qu'on mettait sur une porte d'armoire qui retombait, tu vois, c'est le fil du micro qui T'avais tenait pas de le micro. micro. Ah voilà, Ok. le fil du micro tenait Très le bien. micro, et on le faisait passer par-dessus une porte d'armoire pour qu'il arrive à peu près à la taille de la bouche. Donc on enregistrait comme ça dans une chambre, et donc ça c'est les débuts, et ma carrière n'a pas été très longue, mais j'ai fait quelques musiques, dont 2 qui ont vraiment pété dans la ville où j'étais, où je marchais dans la rue à 15 ans, j'avais des meufs qui écoutaient ma musique. À l'époque, les gens avaient pas trop d'écouteurs, c'était Ouais. la mode de mettre le son à fond sur ton Mhm. téléphone quand tu marchais, et j'avais des meufs dans la ville où j'étais qui écoutaient mon son sur leur téléphone en haut-parleur. On va mettre un petit extrait là. Ouais. Je suis pas sûr qu'on puisse les trouver. C'était quelle ville? C'était à Rouen. Ah ouais. Du coup, donc voilà, j'avais ça, et j'ai un son qui était passé en radio dans l'Ain. Il y avait en fait le mec qui venait faire des fois un peu de mixage sur mes sons. Il était aussi DJ dans une station de radio locale à Bourg-en-Bresse, et donc du coup, il avait fait passer un de mes sons dans la station de radio locale. Bon, Incroyable. bref, donc tout ça pour dire que j'avais au final fait des scènes à la fête de la musique ou des trucs comme ça, où Ok. j'étais avec 3-4 autres rappeurs, et Des petits showcases. ouais, je Ouais. faisais des mini showcases. Donc, Donc bon, bah voilà. T'as parlé en public, du coup? J'ai parlé en public. J'ai même fait pire que ça. J'ai rappé en public Ouais. avec Ah, vraiment très très peu d'expérience. Après, honnêtement, c'est plus facile de performer en public que de parler où t'es tout seul devant 3000 personnes ou quelque chose comme ça. Parce que quand tu rappes, tu récites ton texte. Ouais. Quand tu mixes ou quand tu chantes, c'est pas... Ça, quand c'est de forcément plus l'impro, difficile. Ouais, bien de sûr. l'impro, c'est aussi plus Ouais, Tu bien fais quoi sûr, d'être c'est autre entouré chose. d'artistes, Isidore? là, maintenant que tu sais que t'as un DJ renommé, pour de vrai, il y a un rappeur qui a une petite carrière. Ouais, c'est pour ça que vous êtes associés, hein, parce que toi t'es le DJ et puis Voilà. On a prévu de faire un remix des sons. C'est quoi que tu fais, toi? Électro. Ouais, Future House, Bass House. Ok. Pour moi, c'est de l'électro. Ouais, de l'EDM. Ouais. Non, du coup, non, moi, ça, c'est très très loin derrière moi, cette carrière de rappeur. J'ai pas du tout prévu de refaire ça. De un, parce que c'est pas franchement, je pense, ma spécialité. Et qu'en plus, ben, j'ai trouvé d'autres choses dans lesquelles je suis plus épanoui maintenant. T'es meilleur dans le business. Dans le business, je sais pas encore. Pour l'instant, ça va. J'ai des mini-succès dans le business aussi. Mais non, si j'ai 4 heures de ma journée à tuer, je préfère aller jouer au golf aujourd'hui que d'aller me faire chier dans un studio à enregistrer des musiques où finalement Qui perceront pas. la retombée elle est médiocre quoi. Au moins au golf je m'amuse, pareil, et puis je rencontre des gens cool, et puis je bois des bières. tu fais du golf à Bangkok. Je fais du golf partout où il est possible de faire du golf. Pour te dire, j'ai commencé à faire du golf il y a 3-4 ans, vraiment d'ailleurs avec une idée derrière la tête, où en gros, à l'époque, j'étais dans la crypto beaucoup, il y a quelques années. J'essayais vraiment de faire un truc dans la crypto. J'avais des bons résultats, mais je pense un peu comme tout le monde, parce que c'était le bull run, et donc du coup, tout le monde prenait de l'oseille. Et je commençais à me dire qu'en fait, j'étais peut-être pas mauvais, et que fallait que je développe un truc dans la crypto. Et en fonds propres, j'avais pas forcément assez pour aller chercher des grosses performances. Et donc, je m'étais dit qu'il fallait que je lève un petit peu d'argent, que je fasse une sorte de mini fonds d'investissement en regroupant l'argent de personnes autour de moi, et que avec ça, je pourrais mettre du levier, aller chercher des grosses rentas, etc. Donc, j'ai commencé à réfléchir comment est-ce que je pourrais trouver des mecs qui seraient suffisamment à l'aise pour me laisser 10, 20K sans que ça leur fasse trop de pression financière, et comment je pourrais y accéder surtout, parce que j'habitais déjà en Thaïlande, du coup j'étais l'étranger qui habite là, et en gros les seuls autres étrangers que je connais, ils m'auraient pas lâché 20K pour que j'aille investir en crypto, soit parce que les mecs à cette époque-là tout le monde était déjà plus ou moins exposé dans le marché, soit parce que tu sais, on se connaît pas, hein. Moi je vois un étranger qui habite en Thaïlande qui me demande de lui passer 20K pour investir, je lui donne pas non plus, tu vois. Et je regardais une série donc avec mon ex qui est thaï, et moi je parle thaï aujourd'hui, mais à cette époque-là je le parlais moyennement bien, voire mal. Là tu parles bien thaï. Je parle bien thaï, ouais, je suis allé à l'école et tout ça, donc j'ai développé ça. Présente-toi en thaï. Très bien thaï. Swadikap, Pomche Hugo, Ayu, 28 ปี ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับ partner Simon แล้วก็
Wani, Laomi. C'est incroyable. C'est exactement ce que je veux. Kang. Ah, tu veux faire la même chose? Ah, moi, je vais apprendre le thaï. Je donne des cours si tu veux. C'est vrai? Non. Non, Ça dépend combien tu payes. Ah non, tout est possible. non, moi, je veux absolument. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Là, c'était pas forcément ma priorité quand j'arrivais en Thaïlande. Bien sûr. Mais maintenant, j'ai vraiment envie d'apprendre le thaï. Parce que je pense que c'est. Vraiment, on habite en Thaïlande, donc c'est bien de pouvoir parler un petit peu. Grave. Et ça peut aider également. Parce que je suis sûr que ça peut aider pour plein de choses de parler. Bah, absolument. Tu te vois ici à long terme? Ouais, clairement. Ouais. Mais pour te Ok. dire, moi, j'ai appris le thaï, mais genre vraiment de la manière la plus normale qui soit. J'avais déjà des bases parce que voilà, je parlais le plus possible avec des locaux, etc. Et à un moment donné, il a fallu que je fasse un visa. J'ai fait un visa étudiant. Dans mon visa étudiant, j'avais 6 heures de cours par semaine Ouais. dans une école thaï et j'avais le choix d'y aller ou pas. Bah, et j'ai payé. De toute façon, donc autant y aller. Et donc j'ai commencé à aller à l'école. Mais la seule différence, bah, c'est que pareil, c'est quand tu fais un truc, soit tu le fais À fond. correctement, soit tu le fais à fond, soit tu Ouais, le bien fais sûr. pas. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais aller apprendre le thaï, je vais essayer de me mettre dans les meilleures prédispositions. Du coup, je me suis acheté des sortes de mémo cards où en gros j'avais toutes les lettres de l'alphabet, les consonnes Tu sais de lire, l'alphabet. Ouais, je le lis et tout. Non, c'est incroyable. Et C'est donc, la clé pour apprendre. Ouais, pour l'apprendre, si Ouais. tu sais le lire, t'apprends beaucoup plus vite. Donc du coup, Ah ouais j'ai appris Ouais, bien toutes les sûr, consonnes deux d'un fois coup. plus vite. Tu sais lire, tu sais parler thaï? Non, moi Non, je sais tu- parler, mais Il sait pas lire non plus. je sais parler thaï un petit peu quand même. J'ai à 10%. Ah, écoute, thaï dai nit noi. Mais oui, je peux parler C'est ça. basique. Pas pour thaï, Nick, ouais. Basique, mais lire c'est impossible parce qu'il y a 46 consonnes et 44 voyelles ou un truc comme ça. Donc ça te fait 90 lettres à apprendre dès le début. Mais justement, Quand tu si commences. tu te mets un gros focus sur le fait d'apprendre les lettres de l'alphabet en premier temps, après t'as un tas de règles de grammaire et tout ça qui sont chiantes, même une fois que tu connais les lettres et les consonnes et les voyelles. Mais globalement, si tu connais les lettres avant d'aller en cours, bah t'arrives déjà avec un gros avantage parce que tu peux avancer plus vite que les autres. Moi, en gros, quand je suis arrivé à l'école, normalement t'as niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Ah, ça, c'est que parler. C'est genre vraiment du small talk en taille où t'apprends les couleurs à te présenter, machin. Moi, quand je suis arrivé, vu que je savais déjà lire et écrire, Comment ça, tu savais déjà lire et écrire? Comment c'est bah possible? non, enfin, je savais déjà lire parce que Ah ouais. j'avais appris les lettres, etc. Mhm. Je savais pas lire, mais en gros, je connaissais l'alphabet. Du coup, j'ai eu un gros avantage et je suis arrivé directement dans le niveau 5. Et dans le niveau 5, j'étais avec des mecs qui savaient déjà à peu près lire. Donc, j'avais pas trop le choix. Je me suis mis dans le bain direct et je suis arrivé Et direct dans en la combien de partie temps t'as où pu apprendre le thaï? Parce que moi, justement, est-ce qu'en 6 mois, 1 an, tu t'es arrivé Bah ouais, à te démerder? un an à l'école. En arrivant, en sachant déjà l'alphabet, j'ai appris à lire. Franchement, les gens ils trouvent ça fou, mais en connaissant l'alphabet, j'ai appris à lire genre en 2 semaines. Parce que j'avais déjà les lettres. Et en fait, ce que je mettais, le truc le plus difficile, en fait, c'est de reconnaître la lettre. Parce qu'il y a un délire en thaï, c'est qu'en fait, chaque lettre, donc par exemple, chaque consonne, C'est un mot. elle a un équivalent avec le mot qu'elle représente, par exemple. C'est-à-dire que par exemple, la première lettre, c'est korkai, qui est en fait plus un G, korgai. Ça veut dire le K de... c'est comme si on disait le P de poulet, tu vois. Le P de poule. Et chaque lettre, elle a son truc. Le P de poule, le M de maman, le V de vache, enfin voilà. Et donc, du coup, le problème, c'est que quand tu as tes petites fiches de mémorisation, là, Ouais. t'as le dessin de l'animal Ouais. dessus, ou du signe ou machin. Tu retiens Donc, du coup, facilement. tu retiens le Ouais, bien dessin. sûr. Mais après, une fois qu'on t'enlève le dessin, c'est juste des symboles qui veulent rien C'est dire. des tu vois. noodles. C'est des noodles. Et donc le truc chiant en fait, c'était que je devais me faire chier à cacher les dessins, les symboles de chaque lettre pour réussir à reconnaître la lettre sans le symbole. Et une fois que tu arrives à reconnaître la lettre sans le symbole et que tu sais quelles sont Mais elles la lettre, représentent, c'est-à-dire que ça devient là, beaucoup tu vas plus facile. avoir, je sais pas, un signe. Ouais. Et ce signe-là, ça va correspondre à une lettre, C'est un son. Ouais, Ouais, un son. un son. Des voyelles ou des consonnes, quoi. Ouais, c'est ça. Le K, le G, le PH. Et donc du coup, une fois que tu as ça, t'arrives, c'est assez facile finalement parce que tu connais J'ai vu aussi que en- parce que tu connais les applaudissements. J'ai- Des grillons encore. Elle adore les parce que en gros si tu connais les sons, Refais ta phrase parce que. en gros, à partir du moment où tu connais les sons, même si tu connais pas exactement la manière de les mettre ensemble, etc., Ouais. t'arriveras quand même à un résultat qui est proche de la vérité, tu vois. Donc après, c'est juste de la du perfectionnement. Par exemple, tu sais que la lettre là, c'est un K, la voyelle ici, c'est un A, la lettre là, c'est un Ch, je sais pas, ça fait cash, tu vois. Moi, je trouve ce qui est compliqué, parce que j'essaie un petit peu d'apprendre avec ma copine, de temps en temps, on se fait aller 20 minutes de taille, tu vois. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des sons parfois qui viennent
du fond, genre Ouais. gna. C'est Gna. tous les Ah ouais, trucs mais comme là, ça. ça, c'est la spécialité des Thaïs. En Kopangan. gros, quand tu veux Panga. apprendre le Thaï, la première chose que les Thaïs vont faire, c'est qu'ils vont essayer de se foutre un peu de ta gueule en te faisant faire les trucs les plus durs en premier. Ah, bah, genre, parfois c'est vraiment dur, quoi. Ouais. Ah, mais t'inquiète, ça, ils m'ont fait la même chose. Genre, il y a une des lettres, une des consonnes, c'est le ngangou. Ouais, exactement, tu vois, ce genre de truc. C'est genre, c'est genre le. Alors, t'en as deux qui sont très proches en plus. T'as Nornou et Ngangou. Nornou, c'est genre le N de souris. Parce qu'en gros, nous, le N de souris, donc nous, ça veut dire souris. Et Ngangou, c'est genre le Ngan de serpent. Ça veut dire serpent. Ah, c'est Et chaud à donc, dire du coup, serpent. souris et serpent, c'est deux mots complètement différents. Mais là, nous, quand on va essayer de faire le N au début, automatiquement, ça ressemblera à un ne dans l'oreille d'un Ouais. Thaï. Et moi, la manière dont j'ai réussi à overcome cette galère, c'est que pendant que j'étais en cours de Thaï, j'en avais trop marre justement de galérer sur ces lettres-là, et je commençais à me foutre de la gueule des gens à côté de moi quand ils le faisaient, parce que t'as l'air d'un con, tu vois, quand tu fais cette lettre, C'est vrai. et en fait, en commençant à me foutre de leur gueule en faisant en fait, j'ai trouvé le bon son. Le bon son, c'est ça, en fait. C'est quand tu te fous de la gueule de quelqu'un en faisant C'est que t'es sur la bonne voie. c'est ça la bonne consonance. Donc, du coup, maintenant, je sais que j'ai l'air d'un con à chaque fois que je dis le mot serpent, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Ah, genre. Ok. Du coup, voilà, là, pour la parenthèse sur le Thaï. Et, Toi, tu ferais comment pour apprendre si tu voulais apprendre le Thaï, ce serait quoi ton blueprint pour y arriver? Tu pensais à quoi? Comment t'allais t'y prendre? Moi, je pensais, je savais qu'il fallait apprendre l'alphabet, mais je sais aussi, apparemment, ma copine m'a dit qu'il y a plein de sons en thaï, mais par exemple, t'as kao, kao, kao. Ah, c'est les Les sons. intonations. Ouais. Exactement. C'est Et elle comme m'a en dit, en fait, il chinois. faut vraiment que tu apprennes ça dès le départ, Ok. parce que sinon, tu vas même pas comprendre quand on va parler, ou même quand tu vas le dire, si t'as pas toutes ces intonations différentes. C'est pas totalement vrai. Ouais. Parce que t'as toujours une question de contexte. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, il y a une question de contexte. Si tu Ouais. comprends le Thaï, tu sauras faire la différence si le mec il est en train de te parler d'un genou ou Ouais, mais ou elle, du riz, elle tu me vois. disait ça parce que moi, parfois, je répétais sa phrase et elle me disait, mais non, là, t'as dit Kao au lieu de Kao, tu vois. Et moi, Ouais. elle me dit, voilà, Ok. faut que tu apprennes ça avant pour. Même Yep. si les gens ils vont comprendre, c'est mieux de. Ouais, c'est complètement, pour mieux c'est parler, tu vois, complètement vrai, mais c'est pas Le le truc le plus important. plus dans le sens où- important, c'est la longueur de la voyelle. Si t'as un I ou un A, faut vraiment le faire long ou court. Là, ils te comprennent pas du tout si tu te rates sur ça. L'intonation, ils peuvent te pardonner. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, en gros, le truc, c'est que il y a des moments, de toute façon, où c'est pas ta langue natale. T'auras des gens qui vont mal comprendre. Mais déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les Thaïs sont archi accueillants, archi gentils. Et plus tu t'intéresses à leur culture, plus tu t'intéresses Ouais, c'est ça. à leur manière d'être, etc., plus ils vont être accueillants. Du coup, ce qui va se passer, c'est que s'ils voient que t'es en train de galérer à apprendre le Thaï, t'as fait l'effort d'en arriver au point où tu parles avec eux, etc., même si ton Thaï, il est pas parfait, ils vont faire l'effort de comprendre. Bah ouais, clairement. Donc voilà, par exemple, il y a en Thaï, Kao, avec différentes intonations, c'est genre 10 mots différents. Ouais. Ça veut dire genou, ça veut dire riz, ça veut dire blanc, Il, ça ouais. veut dire lui ou elle, Mhm. ça veut dire un milliard de trucs. T'as tu des vois. vidéos TikTok d'ailleurs, comme ça. Ouais, ou qui sont assez marrantes. Ouais. Mais donc, dans le contexte, parce que tu diras jamais le mot seul, tu vas toujours le dire Ah dans ouais. un contexte, dans une phrase. Les gens, ils comprendront ce que tu veux dire. Et donc, c'est pas le truc numéro 1 sur lequel te focus. Par contre, c'est vrai que si tu prends des mauvaises habitudes et que tu commences à oublier complètement les intonations, à un moment donné, quand tu voudras Ça va commencer te bloquer. à parler parfaitement, ce sera compliqué parce que tu n'auras pas les intonations. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je parle thaï 80% peut-être. Ça m'apporte des opportunités de business. D'ailleurs, Ah ouais, j'ai c'est ça. plein de gens à Phuket, en gros, qui font des business, qui ont besoin d'aller parler avec la police, avec des avocats, avec des fournisseurs, des machins. Les gens, ils m'appellent, je prends des commissions, je fais du brokerage sur le fait que je parle thaï et pas eux, tu vois. Donc, ça t'apporte des opportunités et j'arrive à ce niveau-là alors que j'ai pas encore En Thaï, masterisé, voilà. perfectionner le fait de connaître les intonations. Et d'ailleurs, c'est un truc qui me fait chier. Parce que j'ai encore, tu sais, j'ai encore l'impression de passer pour un con quand je dois faire de kao. Ouais. Au lieu, moi, j'ai juste envie de dire kao, tu vois. Mais ça, Ouais, c'est mais- très, très occidental. Parce qu'en Occident, on a beaucoup de mots différents pour des trucs différents, etc. Ou alors d'orthographes différentes. Et on s'en fout de la manière dont tu le dis. Parce que l'orthographe est supposé te dire, par exemple, vers. Ouais. C'est le même mot. Il n'y a pas de différence dans l'intonation. C'est juste l'orthographe qui te fera dire si c'est
celui-là ou celui-là, et puis le contexte. Mais dans les langues du coup asiatiques, Il y a beaucoup moins de mots. c'est beaucoup plus comme ça. Ouais. En chinois, c'est la même chose. Ouais, bien sûr. En thaï, c'est la même chose. Et du coup, en japonais aussi, en coréen, t'as des trucs comme ça où en gros le ton, les tons, du coup, je crois en chinois, il y en a 5. En thaï, c'est pareil. Il y a 5 tons. Et le même mot avec 5 tons différents veut dire des trucs différents. Ouais, la grammaire est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de conjugaison de temps, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Mais ouais, faut bosser sur l'intonation, quoi. Ouais, mais pour rebondir sur ce qu'il a dit, c'est exactement pour ça. Moi, il y avait 2 aspects. L'aspect opportunité business, évidemment, qui m'intéresse avec le fait Tu veux de faire du des tailles. business ici? Ouais. Ouais. Genre, tu veux prendre des tailles dans ton équipe ou quelque chose comme ça? Ouais. Ok. T'as une compagnie ici ou pas encore? Non, là, justement, j'ai eu un rendez-vous avec mon avocat. Ok. Mon avocat il y a 2 jours. On a déjà eu 2 rendez-vous. Là, il m'a vraiment tout expliqué. Et donc là, c'est bon, je suis OP pour créer ta l'entreprise. compagnie. Donc Ok. c'est pas très très cher en Thaïlande. Ouais, non, Donc, c'est ouais, la création peut-être, je sais pas. Mais tu 2 sais 000 déjà euros, pourquoi je sais tu veux créer une compagnie ou c'est par rapport au visa, etc. Non, bah, c'est par rapport. C'est que t'as envie de faire un business Bah, en fait, ici. j'ai déjà commencé. C'est-à-dire que là, j'ai déjà un appartement que j'ai acheté. Ouais. J'ai 2 autres appartements que j'ai loués à l'année et que je suis en train de sous-louer. Tu veux les mettre au nom de ta compagnie, quoi. Pas en Et nom bah, propre, exactement. ouais. En fait, au bout d'un an, je peux plus. Un appart, ça va, mais si je commence à avoir plein de. Ouais, bien je sûr. préfère directement être légal et pas me dire, oh, si jamais je me fais choper et avoir Ouais, en bien plus sûr. un truc où tu penses tout le temps, ça reste dans un coin de ta tête. Ok. J'ai pas envie d'avoir ça. Parce que du coup, tu as des appartements que tu as achetés et que tu veux mettre en location court terme, c'est ça? Alors, il y a déjà un appartement que j'ai acheté. Ouais. Je le mets en location 1 à 3 mois. Ok. Donc ça fonctionne dessus. En fait, au moment où j'ai acheté l'appartement, Ouais. donc je l'ai un petit peu rénové, etc. L'appartement terminé, je le mets en location en 3 jours. J'ai loué pour 4 mois. Donc je me dis, ok, banger. Après, c'est vrai que je l'avais mis un petit peu en dessous des prix du marché, mais quand même, je voyais qu'il y a vraiment une grosse opportunité. Et donc du coup, ça m'a vraiment motivé pour faire quelque chose. Mais je me suis dit, ok, est-ce que là, je rachète directement un appart ou est-ce que je peux faire quelque chose d'autre qui me permettrait de pouvoir en avoir encore plus d'un coup au lieu d'à chaque fois attendre 6 mois, 1 an avant de racheter des apparts? Comment je peux faire pour avoir plus de cash et pourquoi pas réinvestir ce cash dans d'autres endroits ou pourquoi pour acheter des appartements, etc. Et donc du coup, je me suis renseigné un petit peu sur la sous-location. Et ce que j'ai fait, c'est que bon, déjà tout le monde me disait ça va être très compliqué de sous-louer, les propriétaires ne vont pas accepter que tu sous-loues les appartements, etc. Je me suis dit ok, bon, je vais voir, tu vois. Je fais quand même. Du coup, ce que j'ai fait, Non, Non, parce que t'as pas le droit. Si tu le fais alors qu'ils sont pas au courant, tu peux être exactement. dans la merde. Et surtout en Thaïlande, Il faut que ce soit dans ton contrat de location, en fait, Exactement. que t'es autorisé à faire du Ok. sublease. Sinon, exactement. Donc moi, j'ai pas du tout envie d'avoir des problèmes avec la Thaïlande, surtout que c'est un pays dans lequel je me projette, donc après tu peux être blacklisté quoi, si Ouais, bien tu sûr. fais un peu de la merde. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que oula. Alors, Ah ouais. putain, il y en a un qui... Elle était tranquille, elle dormait sur la table, tu viens de lui mettre patate dessus. je crois qu'ils étaient copains. Non, pas trop. Ah bah lui, il avait l'air gentil, il lui miaulait gentiment dessus, et puis l'autre, il lui crachait la gueule, quoi. Bah voilà, on change de chat, c'est pas grave. On switch. Bon, du coup, pour revenir, Du coup, pour la... chaque fois on la- se fait interrompre. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave. Pour la C'est le méthode... principe. Pour la méthode que j'ai utilisée pour trouver les appartements, c'est que je regardais sur les sites comme Airbnb, etc., des appartements, mais pas pour... là, actuellement, on est en novembre, et je regardais tous les appartements pour février-mars. Ce que je faisais, c'est que je regardais les appartements, combien ils se louent, et Ouais. surtout s'ils sont déjà loués les mois précédents. Si jamais le building il est attractif, si jamais les prix ils sont correctement set up, parce que parfois tu as des mecs qui le mettent 3 fois trop cher, en fait le truc il part pas, et donc c'est pas vraiment le prix réel auquel tu pourrais le louer. Donc T'as essayé de mettre des annonces, genre des fausses annonces? non. Il y en Non, a parce qu'en qui fait, font ça. non, Ouais. ouais, il y en a qui font ça, mais j'avais pas forcément besoin parce que justement, en faisant ça, je pouvais voir le prix des appartements, s'ils étaient déjà loués auparavant, etc. Donc je fais ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre une photo, je venais Google Lens, généralement la piscine du building pour pouvoir retrouver le building. Ouais. Ensuite, j'allais sur un autre site pour retrouver le building à l'année et je comparais, ok, combien je peux le louer à l'année et combien je peux le louer tout simplement en location. Et donc ce que je faisais, c'est que je contactais toutes les personnes du building, j'allais directement dans le building et je leur proposais, au lieu directement de proposer je paye mois par mois, etc. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quel est l'intérêt pour eux de louer à toi alors qu'en plus tu vas faire de la sous-location. Donc il faut toujours se mettre dans la place de l'autre personne. Bien sûr, apporter de la valeur. Pourquoi il irait te le louer alors qu'il peut louer à quelqu'un d'autre, ça va être une seule personne à l'année. Donc en me mettant à leur place, déjà je me suis fait une liste de toutes les choses qui vont me dire mais qu'est-ce que ça va se passer si jamais il y a des dommages dans l'appartement, comment est-ce que je peux savoir que l'appartement il est toujours en bon état, comment est-ce que je peux savoir qui rentre dans mon appartement, et surtout quel est l'avantage pour moi de te louer à toi et pas le louer à quelqu'un d'autre. Et donc surtout
pour tous ces points-là, je me suis fait des petits bullet points et tout ce que je pouvais répondre. Ouais, Exactement. Objection, douleur, t'as tout anticipé. Exactement. Et donc pour ça, donc par exemple, c'est un bon closer. Pour ce qui est de, je sais pas si l'appartement va être en bon état. Tous les mois, il y a une femme de ménage qui vient et qui va prendre des photos. On va pouvoir lui envoyer. Okay. Ensuite, pour la partie, pourquoi je dois le louer à toi? Qu'est-ce qui est plus intéressant pour moi? Ce qu'on a fait, c'est qu'on paye toute l'année d'un coup. Donc on paye les 14 mois upfront, 12 mois de loyer, 2 mois de déposit. Et donc là, avec la déposit, en plus généralement pour des appartements comme ça, c'est quand même assez gros. Tu peux quasiment tout racheter un appartement à la moins de mettre le feu à l'appartement, quoi. Ils peuvent racheter un canapé, une télé, etc. Ouais. Donc il y a pas vraiment de risque. On prend des photos de l'appartement tout le temps et on a fait vraiment toute une liste de toutes les choses qu'on va faire pour eux. On va également acheter des choses pour rendre l'appartement mieux. Et il y a quelque chose qu'on va pouvoir laisser dans l'appartement. Donc leur appartement, il sera encore plus joli, etc. Parce que nous, ce qu'il faut comprendre et ce qu'on leur explique, c'est qu'on va vraiment prendre extrêmement soin de l'appartement, étant donné que c'est pour le business. Donc nous, si l'appartement n'est pas joli, s'il n'est pas en bon état, on va pas le louer l'appartement. Donc c'est tout à notre intérêt, évidemment, au tien également, que l'appartement reste en bon état. Okay. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a pu convaincre, que j'ai pu convaincre les propriétaires. Et je pense les proprios, c'est des tailles. Des tailles, j'en ai un taïwanais, non, j'ai pas. Ok. Il est taille, mais wanais. Taïwanais. Alors, en fait, les agences, il y a un appartement où j'ai eu de la chance, j'ai directement parlé à la propriétaire. Ouais. Donc là, c'était super simple pour la convaincre. Et l'autre appartement, c'était une agence. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, si tu arrives à convaincre le propriétaire, je te passerai un petit billet. Et une heure après, elle me rappelle, c'est bon, j'ai réussi à convaincre le propriétaire, etc. Alors, c'était terminé. Elle lui a même pas demandé la permission, elle a juste pris son billet. Ah bah si, parce que du coup, le propriétaire doit venir signer le papier, etc. Oui, Donc, dans tous les cas. Ok. Et donc là, maintenant, ça y est, c'est mentionné directement sur les contrats que je peux soulever l'appartement, etc. Et donc, c'est comme ça que je vis. Et en étant dans le Grab pour venir, donc au Grab, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Uber thaïlandais, j'ai reçu ma première réservation d'Airbnb de l'appartement sous-loué que j'ai mis il y a un jour sur Airbnb. Ça va vite. Donc là, j'ai eu la première. En plus, c'est parfait, le timing, c'est 1er novembre jusqu'à décembre, donc c'est juste. Trop cool. Parfait. Donc là, c'était la première réservation de sous-location. Bah, super cool. Ok, donc du coup, deuxième business en Thaïlande pour ça. Ouais. Ah, pour l'instant, non, mais là, je vais créer une société, c'est 40 000 bahts. Et ensuite, j'ai 28 000 bahts pour avoir la société register sur un. Comment on appelle ça? Venture capital. Non, c'est des espèces d'adresses pour les entreprises. Domiciliation. Exactement, domiciliation. C'est pour 28 000 bahts par an? Ouais. Et il m'a dit que c'était le moins cher. Pourquoi tu mets pas juste ton adresse? On peut pas. Moi, je peux. Si, tu peux. Je peux 1500 par mois, je crois. En fait, pour pouvoir mettre ton adresse, il faut que tu aies le blue book de l'endroit où tu habites. Et donc, si tu prends par exemple un logement dans lequel tu connais le propriétaire, tu as juste à demander au propriétaire le titre de propriété. Il va payer 7% de taxes, donc il voudra pas. Ouais, et puis le building. Enfin, en fait, il m'a dit c'est beaucoup trop compliqué. Ah oui, bien sûr. Et ça sera une domiciliation. Tu peux le faire. C'est beaucoup plus simple. Tu peux, mais généralement, tout le monde fait une domiciliation. Ouais, tout le monde fait une domiciliation. Moi, non. Sur les sociétés qu'on a à Phuket, on a mis l'adresse c'est une maison, de la société. C'est un hôtel. Il appartient. Ou il le loue. Il loue tout l'hôtel? On le loue. Ah, mais c'est un business. À l'année. Ouais, mais c'est loue à l'année. On loue l'hôtel à l'année. Ouais. Et c'est le propriétaire de l'hôtel qui nous a donné le blue book de l'hôtel pour pouvoir faire la domiciliation de l'hôtel. Tu loues un hôtel à l'année, c'est normal, mais un proprio normal d'un appart. Il loue un appart à l'année. C'est un appart, c'est pas un hôtel. Après, pour les autres business qui sont pas corrélés à l'hôtel, on a mis la même localisation. Ok. C'est faisable, quoi. Juste pour rebondir sur c'est impossible, ça ne l'est pas. Dans la vie, il faut avoir un growth mindset, pas un fixed mindset. Après, est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué? Moi, c'est plus compliqué. Moi, je préfère la plus simple. C'est plus simple. Ouais, mais dans la vie, pour avoir des résultats exceptionnels, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Surtout que là, c'est pas une décision qui va avoir un impact majeur. Ouais, on s'en fout en vrai. Je sais pas pourquoi on parle de ça, mais bref. Et du coup, tu vas faire ton work permit sur ta société aussi? Non, il m'a dit que c'était. Non, je peux pas faire le work permit sur la société parce qu'il faut des employés taille, etc. Ouais. Si tu veux. Et moi, vu que j'ai pas encore d'employés taille. Ça, c'est pas un problème. T'es pas obligé de les avoir aussi. En fait, je peux pas encore avoir. Tu peux juste payer les charges sociales, c'est 1000 bahts par employé. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un work permit. Si t'as une société, à un moment donné, ta société, elle va faire de l'argent. Tu vas payer des taxes et tout, tu vas faire les choses légalement avec cette société-là. Du coup, à partir du moment où tu as une société, le meilleur moyen pour rester en Thaïlande long terme, c'est d'avoir ton work permit sur la société. Oula, c'était nul. Ouais, c'est pas grave, on va faire avec. Petite interruption. Interruption parce qu'il y a un chat qui a éteint une des caméras. Les aléas du direct. C'est les podcasts. Du coup, on était sur le sujet du work permit. Ce que je te disais, en gros, c'est que
À partir du moment où tu as une société, qu'elle tourne, etc., le plus intéressant pour toi, pour pouvoir rester en Thaïlande long terme, c'est de faire ton work permit sur ta société. Ouais. Et tu me disais que tu n'avais pas d'employé et qu'en gros, c'est parce que tu n'avais pas d'employé que tu voulais pas faire ton work permit sur ta société parce que tu voyais pas le besoin d'employer des gens pour l'instant. Et en gros, tu n'as pas besoin d'employer des gens. En gros, on est en Thaïlande. Donc, tout peut se régler assez facilement. Ce que la plupart des gens font, c'est qu'en gros, à partir du moment où tu payes la sécurité sociale pour 4 Thaïs, Merci. ils sont Je considérés l'autorise à boire un temps. ils sont considérés comme employés chez toi en fait. Donc il y a que deux conditions au fait d'avoir un work permit sur ta société, c'est d'avoir 4 Thaïs qui bossent dans ta boîte et d'avoir 5 millions de capital par work permit. Donc le capital, t'es pas obligé de l'avoir parce on m'a dit que qu'il fallait des bureaux. Moi, ce qui m'a expliqué, c'est qu'il faut des bureaux. Ta domiciliation, c'est un non, bureau. mais en gros, Ouais, mais des bureaux, en fait, parfois, apparemment, ils peuvent venir checker non, au c'est bureau. pas apparemment, c'est ils vont le faire. Ouais, c'est ça. mais- Ils font une fois et Ils vont le faire, mais la boîte l'avocat qui va faire ça il avec va toi, arranger ça. en gros, il va te prendre les bureaux de n'importe qui, il va te mettre 4 Thaïs dans le background et tu vas venir en faisant salut, c'est Ouais, ma société, c'est ces gens-là travaillent pour moi. C'est ce Ils que vont j'ai prendre fait. des moi. photos et c'est tout, c'est réglé. Pour les 5 millions de capital, ils peuvent prendre, ils peuvent te les mettre sur un compte, faire le truc comme quoi t'as les 5 millions de capital et après ils les récupèrent. C'est 2 Pour- millions de capital. Ah ouais, c'est 2 millions. Ouais, c'est 2 millions. Ouais, ça doit, mais je crois qu'il y a 5 millions de capital pour une activité. Je sais pas, c'est pas dans le cannabis. Ah non, c'est 2. Ouais, ok, bon. Bon, en plus, 2 millions, c'est pas non plus ça. Ouais. Et du coup, le dernier truc, c'est, c'était, En plus, t'es pas obligé de la créer, ta société. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté une société Ouais. à un ami. Du coup, j'avais même pas besoin d'avoir ces 2 millions. J'ai juste C'est fait la les photos société, c'est à ma domiciliation avec 4 tailles qui faisaient semblant de travailler pour Ok, bah moi. dans ce cas-là, je vais en reparler à mon avocat. Ah, bien sûr. C'est ça, Ça peut c'est être pas ce mal, que parce nous que on a work fait permit- aussi pour l'hôtel. En gros, on a pris une société la plupart des avocats qui font des sociétés, quand ils créent une société, ils la créent pour des gens qui veulent faire des work permits justement. Et ces gens-là, un jour, ils se barrent de Thaïlande ou peu importe. C'est très chiant de fermer une société thaï. C'est beaucoup plus chiant de fermer sa société que de la laisser inactive en fait. Donc les gens ils la laissent inactive et les avocats ils se retrouvent avec 10 sociétés inactives qui sont déjà Ouais. dont le capital est déjà en place, etc. Et tu lui donnes 10 000 bahts, tu récupères la société. Donc du coup, Donc à là, part- je peux demander à mon avocat s'il a pas des sociétés un petit peu plus Voilà. ou moins les inactives. sociétés par exemple de location court terme, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il y en a, la plupart des avocats, ils connaissent un mec qui a une société court terme qui est inactive, que tu peux racheter. Comme ça, si la société elle existe, ça veut dire qu'il y a déjà les 2 millions de capital ou les 4 millions de capital. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de trouver 4 prête-noms dont tu prends les cartes d'identité, tu les déclares comme employés dans ta boîte. En Il y a fait, même- ils viennent jamais bosser, tu leur donnes pas de salaire. Il n'y a même pas besoin. Si, tu dois avoir les cartes d'identité. Parce que moi, j'ai jamais eu à faire Bah, ça. c'est ton avocat qui l'a fait pour toi. J'en sais rien. Bah, si, t'es obligé, Alors, pour déclarer que t'as 4 Thaïs qui bossent pour toi et que tu payes leur sécurité sociale, il faut qu'il y ait un nom enregistré au. Mais comment ils font s'ils sont déjà en train de taffer les tailles? Genre, ils ont 2 tafs. Ouais, tu peux. Ouais, Bien sûr. Bien sûr. Ok. C'est pas un problème. Mais ils mais sont en pas gros- tous déclarés en plus. Mais en gros, c'est vraiment pas compliqué, genre de trouver. En fait, les avocats en Thaïlande, c'est un one-stop shop, quoi. C'est genre, tu lui dis, écoute, j'ai besoin de racheter une boîte, il trouve la boîte à racheter. Bien sûr. J'ai besoin du capital, il va te trouver une solution pour que tu aies le capital, si la boîte elle en a pas déjà un. Je veux 4 employés fictifs taille, il te met 4 cartes ouais. d'identité. C'est Ok, bah, je vais demander ça directement. bien sûr. Parce que là, je Parce voulais que là, faire. t'as quoi comme visa? Bah, justement, là, je suis en Muay Thai visa Ok. et je voulais faire un DTV visa. J'étais en train de regarder pour le DTV visa. Ouais. TV Visa, c'est une bonne option aussi. Hein. Donc, je me disais, Et, DTV bien visa. Là, en fait, j'ai transféré, tu sais, parce qu'il faut 500 000 bahts. Il faut aussi que les 500 000 bahts soient 3 mois sur un compte français, etc. Tu vois. Ok. Donc, du coup, j'ai transféré du compte pro au compte perso. Parce que moi, sur mes comptes français, perso, je garde rien, quoi. Mhm. Surtout tout l'argent des comptes, à chaque fois, soit je les réinvestis, Ouais. mais je vais jamais garder de l'argent sur un compte en banque avec une vieille rentable éclatée, tu vois. Tout l'argent, je le réinvestis. Bien sûr. Donc, du coup, j'ai transféré, puis là, j'attendais, je voulais attendre 3 mois et faire le DTV visa. Ok. Bah, Je c'est sais vrai pas que, si c'est une bonne option, quoi. bah, franchement, pour l'instant, peut-être oui, pendant quelques années. Et puis Ça a l'air après, pas tu mal, vois. c'est 5 Ouais. ans. Ouais. Ouais, non, le DTV Visa, c'est pas cher. Et c'est une pas bonne cher. option. Ouais. Mais après, ça dépend en fait. Il y a plein de trucs à prendre en considération par rapport aux histoires de visa. Si tu fais un DTV Visa, bah, c'est très bien, mais tu seras toujours considéré comme une sorte de touriste. Alors que Ouais, si c'est tu ça. veux à un moment donné faire du business, par exemple, tu vois, le fait de travailler en Thaïlande en ayant un DTV Visa, c'est pas légal. Est-ce qu'avec un DTV, tu peux ouvrir un compte en banque, tu peux passer ton permis de conduire, tu peux. Ouvrir un compte en banque, c'est galère. Ouais. Je ferais Tu mon vois. compte en banque pro. En fait, moi, ce qui était bien aussi, c'est que je voulais un compte en banque pro en Thaïlande. Par Ouais. exemple, je vais
dans un magasin de meubles pour acheter, je sais pas, des meubles pour mes appartements, bah, je peux directement payer avec la carte pro. Ouais. Mon avocat, il m'a également dit qu'en fait, c'est hyper chill. Si je vais en vacances, je peux payer. En fait, il faut pas trop abuser, genre le faire H24, dépenser tout ton argent dans des hôtels. Ouais. Mais si tu le fais de temps en temps, il m'a dit les hôtels, ça passe, les restos, ça passe. Et en fait, quasiment tout passe. Donc, je pourrais tout payer avec la société. Ça, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est une bonne solution. Et pour ça, tu dois avoir un work permit. Tu peux pas avoir un compte de société. Si t'as pas de société, tu peux pas. Il y a d'autres trucs après. En fait, ce qu'il m'a dit, c'est que vu que en vrai, c'est pas ma société, il y a 51% de taille. Lui, il prend 2%. Ma meuf prend 49%. Et surtout, le contrat, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il va me protéger. Ah, lui, il se met actionnaire de ta société? C'est moi qui lui ai demandé. Parce qu'en fait, le plus simple, c'est d'avoir directement ton avocat ou un autre taille de confiance à 2%. Et moi, je lui ai demandé directement de se mettre. Moi, je m'en fous qu'il soit actionnaire. Après, le problème, c'est que quand tu mets ton avocat à 2% et ta meuf à 49%, exactement. Le jour où vous vous séparez, il connaît ta meuf, ils ont 51% de ta boîte. Bien sûr. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai toujours de problèmes avec en fait, le plus simple, c'est d'avoir une personne qui a 26%, une personne qui a 25% et que les deux, ils se connaissent pas. Et c'est la deuxième interruption liée à des problématiques féminines. Problèmes félins, ouais. Donc ouais, on parlait des associés que tu devais mettre sur ta compagnie taille parce que tu peux être qu'à 49% en tant qu'étranger. Peut-être qu'un jour tu pourras avoir la nationalité taille si tu parles taille et que ça fait plus de 50 j'ai vu si t'as un work permit. Si t'as un work permit. Avec un DTV par exemple pour revenir là-dessus, tu pourras jamais changer de statut. Alors que si t'as un work permit pendant 5 ans, après que tu remplis un certain nombre de critères, etc., tu peux à un moment donné faire une demande pour être naturalisé. Ça serait incroyable. Ça, moi, tu vois, c'est un des trucs qui est différent entre le fait d'avoir. Et dès que t'as 100%, est-ce que là tu peux acheter comme si t'étais taille? Oui, t'as bien sûr. Ah ouais, non, là, t'as plus de problème de visa. Tu peux t'acheter 10 maisons. T'as pas besoin de visa. Tu peux t'acheter du terrain. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Tu peux acheter. Tu peux t'acheter du terrain. T'es taille. T'es taille. T'es citoyen taille. Combien de temps? 5 ans, et après le process, il doit peut-être prendre entre 1 et 3 ans. Ouais, si ça fait 10 ans. Et après, c'est un système de points. Donc, si t'es marié, que tu parles thaï, que t'as une société en Thaïlande, que t'as ton work permit de plus de 5 ans, que t'as peut-être une maison ici, que t'as des enfants, plus t'es intégré à la vie thaï. T'as été volontaire à la tourist police. Ouais, ça marche beaucoup. Il y a plein de trucs comme ça qui te donnent des points d'avance en gros. Et là, je peux tailler. Moi, par exemple, tu vois, par rapport au. Tout va bien. Moi, par exemple, par rapport au fait de parler thaï, la dernière fois, j'ai un de mes potes qui fait, avec qui pour lequel je fais du brokerage un peu, tu vois, que j'aide sur certains aspects de ses business. Et il me dit, ouais, j'ai une pote thaï qui a des jet skis à Phuket. Et là, il y a des Français qui ont fait un accident. Ils doivent payer, ils comprennent rien. Elle parle pas anglais, ils parlent pas anglais. Et vas-y, est-ce que t'es libre pour aller checker? J'y vais. Du coup, je fais la traduction entre la taille pour expliquer aux mecs qu'ils doivent payer, les problèmes, la négociation, machin. Au final, les mecs, ils payent ce qu'ils doivent payer. Et la meuf trop contente. Déjà, je suis venu, et je crois que les Français, ils ont payé un truc comme 35 000 bahts. Ça fait un peu moins de 1 000 euros. Ils ont défoncé les jets, là, c'est pas possible. Non, mais c'est à partir du moment où t'as un accident, c'est le business de la location, tu vois. À partir du moment où t'as un accident, ils vont te charger pour la carrosserie entière du jet ski, alors qu'il y a eu juste une rayure. Mais bon, ça c'est le business des jet skis, de toutes les locations en Thaïlande, du coup. Donc les mecs ils payent. Et la meuf elle me dit, oh putain, c'est trop bien, merci beaucoup de m'avoir aidé, etc., etc. Elle me donne 5 000 bahts. Pour être venu donc 5 000 bahts, 150 euros, pour être venu 20 minutes faire de la traduction. Non, c'est bien. 150 euros les 20 minutes, c'est bien payé pour un Thaï. Et à la fin, elle me dit, tu sais quoi, j'ai mon pote qui travaille là à la police de Kata. Ils ont tout le temps des problèmes avec des Français, des francophones, machin. Ça t'intéresserait de pouvoir bosser, de pouvoir être volontaire, etc. Donc moi au début, j'ai pas trop le temps pour ça et tout ça. Mais après, elle m'explique que si je bosse pour eux, ça veut dire que je fais partie de la police thaï. Donc même si un jour j'ai un problème, quoi que ce soit, un accident de voiture, tu vas être un peu policier. Je fais un peu partie de la police thaï. Et là tu marques des points du coup pour ta nationalité thaï. Peu importe ce qui t'arrive, le jour où tu as des connexions à la police thaï, et c'est difficile d'avoir plus de connexions à la police thaï qu'en étant part de la police thaï, tu peux largement avoir. Et donc moi elle m'a dit ça, je lui ai dit vas-y, franchement je m'en fous, de toute façon j'ai pas besoin d'argent. Dis-lui je suis chaud. C'est quoi, c'est une fois par semaine, un truc comme ça? C'est des permanences genre. T'as même pas besoin d'y aller, et c'est juste s'ils ont besoin de toi ils t'appellent, tu y vas. Ah, comme être réserviste quoi. Ouais, voilà. Okay. Genre réserviste de la police de Phuket. Et tu le fais de temps en temps?
Bah non, finalement, je le fais pas. J'ai dit, vas-y, je suis chaud et tout, je vais le faire. Et au final, le gars, il m'a pas rappelé. Mais je pense qu'après, tu sais, entre le moment où elle m'a dit, ouais, il est chaud, et le moment où je lui ai dit, ok, je suis d'accord, il s'est passé quelques jours. Entre-temps, elle avait peut-être déjà complètement changé de sujet, tu sais, ça va vite. Mais du coup, je l'ai pas fait. Mais si l'occasion se présente, je vais le faire. Parce Bien que sûr. moi aussi, tu vois, j'ai prévu de rester là en Thaïlande pendant un moment. En tout cas, je n'ai pas prévu de partir ou que ce soit pour l'instant. Ouais. Et je suis pas du tout opposé au fait de me débarrasser de ma nationalité française. Ah, tu dois t'en débarrasser? Non, pas forcément. Tu Non, peux garder moi- les deux. moi, je m'en La débarrasse. Thaïlande et la France, c'est Je des m'en pays qui t'autorisent à avoir une double nationalité. Il y a certains pays où tu dois renoncer. Mais après, il faut là, c'est savoir pas que le cas. la France commence à discuter du fait d'imposer les gens sur leur passeport. Ouais. Ça veut dire que si tu es français, J'ai vu ça. habitant en Ouais, Thaïlande, et que tu gagnes des millions d'euros par an, et que tu es imposé avec une imposition française pour des infrastructures dont tu ne profites pas, Voilà, moi, dans ce cas-là, je laisse tomber mon Ouais. passeport français. Hein, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir quand même à cette option-là. Et bon, bah, je peux encore m'acheter un passeport du Vanuatu s'il Ouais. faut, mais Toi, t'as une LLC? Non. Ah, moi, T'as ça, tout en c'était- France? Ouais, c'est pour ça, là, je suis en Ah train ouais. de voir pour. Au début, je voulais la faire en Estonie. Enfin, Ouais. j'étais en train de faire les démarches pour la faire en Estonie. Je suis allé à Singapour pour aller chercher. Oh, il est rentré dans l'armoire. Je suis allé faire les démarches pour créer la société en Estonie. Donc, tu sais, quand tu crées une société en Estonie, ils T'es t'envoient allé la en carte. Estonie? Non, en fait, Ah. je suis allé à Singapour. Ils m'ont envoyé ma carte pour créer l'entreprise à Singapour. Je suis allé la chercher, etc. Et en fait, finalement, je l'ai pas fait. Enfin, en fait, j'ai la carte, mais je l'ai toujours Ok. pas créé l'entreprise en Estonie. des e-résidents estoniens là. Bah, du coup, non. Enfin, oui, si, je suis résident. Irrésident, mais t'as pas encore ta compagnie. t'as pas la Exactement. société. Et pourquoi t'as pas fait une LLC direct? Bah, parce qu'en fait, au début, on n'avait pas compris. En fait, j'ai essayé une dizaine de fois de mettre la clé USB dedans et faire les démarches. Sauf qu'en fait, Quelle clé USB? ils expliquent hyper mal. C'est un truc par rapport à En, la banque. ouais, en gros, tu as une espèce de clé USB et tu dois la brancher directement à ton ordinateur, te connecter sur un espèce de site pour pouvoir faire les démarches pour avoir l'entreprise en Estonie. En Ok. gros, ta e-résidence, elle est sur une clé USB, genre. Ah, c'est exactement. incroyable ça. Et du coup, Comme un Ledger ou. en fait, Pas mon on, passeport. on l'a fait, Ouais, non, c'est ça. on l'a fait à deux avec un pote, on allait à Singapour, etc. Et on a essayé pendant 2 mois à insérer la carte, à le faire sur nos ordinateurs. On a testé genre 5 ordi, ça fonctionnait pas. Et au bout de 3 mois, mon pote, il a compris, en fait, fallait insérer la carte, tourner la clé USB d'une certaine manière, insérer une autre carte dans la clé USB, et là, ça fonctionnait. Alors, un truc, c'était pas du tout expliqué. Ok. Et du coup, moi, ça m'a saoulé. On avait déjà attendu 3 mois. Je me suis dit, c'est pas grave. C'est pour d'ici faire un là. tri en fait sur les gens qui prennent en nationalité estonienne. Ils prennent que les moins teubés. Ah, mais ceux qui n'ont pas compris l'histoire du C'est un crash casse-tête. test. Ouais. Le casse-tête de la clé USB, c'est un tri sélectif. Ouais, Tu c'est vois, possible. donc du coup, ton Ok. pote maintenant, il a passé le test et pas toi. Bah, en fait, j'aurais pu le faire à ce moment-là, parce qu'on a compris comment le faire. Mais du coup, finalement, Mais ouais. je l'ai pas. Mais ma question c'était pourquoi pas une LLC directe? Enfin, pourquoi se faire chier à faire Bah, je pense que je vais en faire une au une- UK. Là, je suis en train de penser pour Ouais. le UK. C'est J'ai une pas mal, LLP. pas mal de potes qui ont des sociétés au UK, ça a l'air pas mal. Donc, je pense que je vais faire ça assez incessamment sous peu, parce que là, je paye toutes les impôts françaises. Bah Que ouais. ce soit l'impôt sur le revenu. T'as combien de pourcents là d'imposition sur ta société? 90. Oh, Non, énorme. c'est 25 au max, non? C'est énorme. En fait, je sais Ah, pas, mais parce du que. coup, il a aussi son impôt sur le revenu en France. Ouais, j'ai l'impôt sur le revenu. En plus, France. ouais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Impôt sur la société, et ensuite, Plus ce qui impôt reste sur de la le- société, et ce que tu te verses ensuite, t'as de l'impôt sur le revenu. Ouais. C'est horrible. Tu te sens pas genre comme une serviette qu'on est. Bah, en fait, bon, comme toutes les entreprises, j'essaye de minimiser les coûts, tu vois. Donc, forcément, tu vas dépenser. Ouais, mais en France, si tu prends des hôtels, des restos, etc., avec ta boîte, ils sont beaucoup plus chiants que Ouais, Ouais, la ils sont Thaïlande touchants. ou les Américains. la les- butte bien sociale les- est présent. Ouais. T'as des employés français ou pas? Non, bah, on est 10 actuellement, mais sauf que je C'est les que paye des freelances? direct. Ouais, exactement. T'as pas besoin de Ah société ouais, en France. horrible. T'as aucune. Écoute, on va te donner un PDF sur lequel tu On vas va étape donner- par étape comment faire on va te donner une formation. une limited liable company aux États-Unis. Mais ça, en plus, j'en ai plein des contacts. J'ai plein de potes Mais qui mec, m'ont il y a- passé des contacts. Il y a un Donc, site qui je peux s'appelle le faire, là. Busy. Ça s'appelait Inkfile avant, ils ont changé, ça s'appelle Busy. Tu vas sur le site, tu payes 300 balles, je crois, en tout et pour tout. Ils te mettent ta domiciliation, ta création de société, c'est fait en 15 minutes. Le lendemain, 2 jours, ta t'as le- société est ouverte. Et 1 mois plus tard, tu reçois ton identification fiscale américaine. Tu peux ouvrir un compte en banque américain. T'as pas besoin de te bouger les Revolut. fesses, tu vas nulle part. T'es non imposable sur le revenu parce que c'est au Delaware ou au Nouveau-Mexique, 0% de taxe sur les sociétés. Ils te donnent une petite carte physique de ta boîte. Tu peux aller payer des Mathusalem de champagne en boîte avec si tu veux. Personne ne va jamais rien te dire. C'est vrai? Bien sûr.
C'est quoi le site? On va t'expliquer. Ah ouais, Busy, c'est tu veux. Et toi, t'as ça? Bah oui. Et bien sûr, on a tout ça tous. en fait. Tous les digitaux. Si tu veux, on a digital une nomades. formation qui s'appelle Remote Revolution Il y a un 2.0, module sur dans ça. laquelle il y a un module entier sur la fiscalité où on t'explique étape par étape comment faire une analyse. Non, bah, je pense que je vais faire ça, parce que là, Ah ouais, c'est la solution C'est la plus simple de simple. loin. C'est en 48 heures, t'as ta Tu le société. fais En aujourd'hui, là, demain c'est réglé. 3 semaines, t'as ton Et compte en c'est quoi banque. les papiers qu'ils demandent? Une carte d'identité. Mais rien, Carte passeport. d'identité, c'est tout. Ensuite, là, juste ton en fait, passeport. Pinkfile, la boîte là en question, ils vont provide l'intégralité des trucs qu'ils demandent. Eux, ils vont juste te dire, vas-y, donne-nous ton identité. Et eux, après, ils vont te mettre. Alors- c'est des services payants, c'est des add-ons. Il n'y a pas justificatif de domicile. Si, des alors, trucs chiants, si, comme ce que tu dois, c'est déjà avoir une adresse de domiciliation. J'en ai Déjà, en France. tu dois. Non, on est aux États-Unis. Ouais, mais la Tu dois société créer en ton question, adresse là-bas. ils peuvent tout te donner en fait. Crée un numéro de téléphone aussi. Et ensuite, tu crées avec Busy ta société avec ce numéro de téléphone et cette adresse. Pas forcément. Tu peux avoir juste un numéro de téléphone et faire ta société sur Busy et avoir une domiciliation qui t'est provide par Busy. Oui, bah oui, ils font ça aussi, mais c'est T'as 2-3 juste fois besoin plus d'un cher. numéro de téléphone C'est combien américain. pour créer la boîte? En tout, avec la domiciliation, etc., c'est 300 balles, genre. C'est Ça sert entre, à rien. c'est entre 3 et 500 dollars selon si tu le veux très rapidement ou avec des add-ons. Non, mais même ça, c'est que dalle. Ouais. C'est rien. Et tu payes combien d'impôts, du coup? Zéro. Mais non. Mais oui. Bah, C'est 0% d'imposition sur la société. Alors, le seul cas de figure dans lequel tu peux avoir Il de m'aura servi ce l'imposition, podcast. le seul cas de figure dans lequel tu peux avoir de l'imposition, c'est si tu décides de t'envoyer de l'argent de la société en personnel. À ce moment-là, tu es imposable sur le revenu dans Dans le pays dans la lequel- fiscalité Alors, du pays où tu envoies en personnel. Tu payes, toi non, parce que toi tu devrais payer des impôts parce que c'est des sociétés ce qu'on appelle transparentes. Ok, donc ça revient en revenu perso direct. C'est une société, mais c'est des revenus perso, des bénéfices perso. Toi, tu as encore ton adresse fiscale en France. Bon, moi, je peux tout fermer, hein, franchement. Tu peux tout fermer. Ouais. Mais ça va peut-être prendre 6 mois, 1 an, le temps que tu te déclares ici, que tu vois. Bah, je pense qu'il vaut mieux que je l'ouvre d'abord à l'étranger, tout setup à l'étranger. Ensuite, je fais un celle en France, parce que je peux pas ne pas avoir d'entreprise. Non. Moi, je l'ouvrirai après à être expatrié fiscal et être en Thaïlande. Ah, je suis déjà en Thaïlande, c'est-à-dire. Parce que t'es non, mais pas résident fiscal T'es pas thaïlandais. résident Ah ouais, non, je suis fiscal. Non. Et du coup, pour être résident fiscal thaïlandais, il faut que tu payes des impôts en Thaïlande. Ok. Donc, il faut que tu déclares les revenus que tu fais venir sur. T'as des comptes en banque ici? Non. Il te faut des comptes en banque déjà. Il faut que tu fasses arriver des revenus ici et que tu arrives à avoir un tax ID Après, thaï. vu qu'il a la résidence estonienne, il peut peut-être être résident fiscal estonien pour commencer. Oh la mais- galère. alors attends, non, parce que l'Estonie, c'est l'Union européenne, donc il sera taxé en société transparente. Donc non, ça marche pas avec le U. Ça marche que si tu es en Thaïlande parce que c'est une taxation qui est non territoriale. Tu vois, ils vont pas taxer tes revenus qui viennent des US ou de France ou de ce que tu veux, la Thaïlande. Tu vois ce que je Après, veux dire? t'inquiète, hein. T'as pas besoin non plus de trop t'inquiéter. H, c'est la voix de la raison. Lui, il va te donner le process exact dans la full légalité Ouais, pour si tout tu veux. faire en ordre, etc. Si t'as envie de faire un peu moins en ordre, tu peux aussi. Et t'as très peu de chances d'avoir des problèmes. Moi, j'ai ouvert une LLC, j'habite en Thaïlande. Moi, je suis même pas résident fiscal thaïlandais. J'ai jamais payé d'impôts en Thaïlande. Je paye pas non plus d'impôts en France parce que de toute façon, j'ai jamais prévu d'y refoutre les pieds. Et au final, il m'est jamais rien arrivé, tu vois. Et j'ai ma LLC, j'ai mon compte bancaire aux États-Unis, je reçois l'intégralité de mes revenus sur mon compte bancaire aux États-Unis, je vis avec ça, c'est mon argent lifestyle, c'est Bien sûr. mon compte bancaire américain. Et j'ai un compte bancaire en Thaïlande sur lequel je fais venir peut-être 3000 euros par mois depuis 5 ans. Et j'ai jamais payé d'impôts Et t'as ni en créé Thaïlande ni comment aux États-Unis. T'as créé comment ça Ma LLC aux compte en- États-Unis. Le compte en Thaïlande. Le compte en Thaïlande, je l'ai fait la première année où j'étais en Thaïlande. C'est un contact, devenu ça. un petit peu plus compliqué depuis. Non. Si, c'est un petit peu plus compliqué là depuis. Alors écoute-moi, C'est quand la dernière avec fois que tu l'as fait? il y a 5 mois ou 4 Voilà. mois. Il y a 2 mois, ils ont complètement modifié la législation et maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des agences qui te le font pour 5000 C'est bahts. les agences qui me l'ont dit. Ok. C'est ma Visa Agent, celle qui s'occupe de l'intégralité de mes problématiques, de celles de mes associés, de celles des personnes avec qui je fais du brokerage. Ok, ouais, mais si t'as un work permit, t'as aucun souci Si pour t'as un avoir. work permit, tu fais bien tu sûr. peux le faire immédiatement. Si t'as pas de work permit, que t'as pas de visa long terme, c'est même pas forcément un work permit, c'est un visa long terme qui demande. À partir du moment où t'as un visa long terme, tu peux faire un compte bancaire en Thaïlande, c'est assez facile. Mais si t'as pas de visa long terme, que t'es en touriste pour l'instant, tu peux quand même le faire, mais avant, c'était pas compliqué. En gros, moi, j'avais payé 7000 bahts. C'était, en gros, ton visa agent, il te met en relation avec un mec dans une banque Qui est corrompu. qui va être un petit peu moins regardant parce que tu vas lui acheter une assurance sur laquelle il va prendre une petite com. Et donc, du coup, allez, je t'ouvre ton compte bancaire en même temps. Mais c'est un compte saving, c'est pas un compte
C'est pas un compte courant, c'est pas un compte, t'as pas de carte de crédit, mais c'est largement suffisant pour ce que t'as besoin d'en faire en Thaïlande. Moi, ça fait 5 ans que je suis là, que j'ai que ça et que ça me va très bien. Parce qu'il faut aussi dire qu'en Thaïlande, t'as une application sur ton téléphone pour toutes les banques, que tu peux scanner n'importe quel montant, que ce soit entre 1 baht et 100 millions de bahts, tu peux l'envoyer par scan avec un QR code sur ton téléphone. Les banques thaïlandaises, c'est vraiment la vie. Et donc, du coup, tu payes une assurance à 7000 bahts, tu déposites ce que tu veux sur ton compte et t'as un compte Thaï. Jusqu'à présent, c'était comme ça. Là, récemment, ils sont justement en train de faire un peu la chasse aux étrangers qui viennent ramener de l'argent en Thaïlande, qui ont des comptes avec des prête-noms, etc. Et donc, du coup, ils ont fait en sorte que ce soit plus compliqué d'ouvrir un compte. Tu peux pas avoir 2 comptes dans la même banque. Si tu veux ouvrir un compte dans une autre banque, c'est un peu plus complexe. Mais en passant par des agents comme dit H, ou à partir du moment où tu passes par la bonne personne, t'as toujours une solution pour faire un compte. Ok. Donc, il faut juste prévoir un petit billet pour la corruption. Faut que tu aies un visa long terme, que ce soit work permit ou DTV. Ouais. Tu ouvres ton compte en banque ici, que tu arrives à avoir ton tax ID en Thaïlande pour être sûr que et que tu arrives à t'expatrier de la France. Donc, il faut que tu changes ton adresse de résidence. Il faut que tu notifies ton centre d'impôt et que tu fermes toutes tes sociétés, que tu fermes le maximum de comptes en banque. Il faut essayer de plus avoir trop de contact avec la France. Tu peux garder une banque en ligne ou un truc comme ça, mais l'idée c'est quand même de montrer patte blanche si tu as un contrôle. Et une fois que tu as fait ça, tu peux ouvrir ta LLC aux États-Unis en quelques semaines et tu peux. Du coup, j'ai plus d'entreprise, mais comment je fais sans entreprise tu peux ouvrir ta LLC aux États-Unis en 24 heures. Ouais. Ta LLC, elle existe, elle est ouverte, tu peux t'en servir dès le départ. C'est juste que entre le moment où ta LLC elle est ouverte et le moment où tu as ton IEN, ton numéro d'identification EIN, il se passe 1 mois. Il y a 1 mois pendant lequel tu peux pas ouvrir de compte Stripe, tu peux pas ouvrir de compte bancaire, mais ta société, elle existe déjà. C'est juste que tu peux pas avoir de compte associé à cette société-là dans les 31 premiers jours en gros. Mais ta société... Tu reçois de l'argent comment? Des clients, ils te payent comment? Avec un Stripe? Virement? Et Stripe. Stripe, tu peux set up un Stripe dès que tu as ton compte en banque de ta LLC. Ouais, bien sûr, mais c'est des virements sur un compte US, donc c'est des ACH ou des transferts normaux, quoi. C'est des Français, tes clients? J'ai tout. Enfin, français. Est-ce qu'ils vont pas rechigner à dire ah putain, t'as une société au Nouveau-Mexique, je vais faire un virement, ça va me coûter 20 balles, ou je sais pas, ils vont pas. Ça va leur coûter de la thune. Il y a des frais si tu fais un virement international. Ouais. En gros, pour les moi, je peux déduire ça du truc, tu vois. Si mais de toute façon, il y a même pas de sujet. À partir du moment où les mecs ils te payent par CB, oui, voilà. À partir du moment où les mecs ils payent par Stripe, que l'argent il aille aux États-Unis ou en France, ça change absolument rien. T'as un business en recurring, donc. Stripe, recurring, tu te charges tous les mois et tu les bloques comme ça. Mais vu que c'est des assez gros montants, ils préfèrent virement, tu vois. Sur ça. C'est combien tes montants? S'ils font virement, t'as juste à avoir un compte Wise. Tu fais un compte sur Wise avec la nouvelle société et ils font des virements sur Wise. Rien de plus simple. Ah, bien sûr, et tu peux avoir un IBAN éventuellement. Tu peux avoir un IBAN de n'importe quel pays que tu veux avec Wise, donc tu peux même faire un compte dans chaque pays où tu as un client s'il veut. C'est quoi les montants que tu factures mensuels? Ça peut être 3, 4, 5 000 balles. Ouais, c'est vrai que des paiements de CB de 5 000 balles, ça fait beaucoup. Ouais, je comprends. Ok. Donc voilà, après une fois que tu auras tout ça, tu pourras avoir ta LLC et du coup payer 0% d'impôt à titre perso parce que tu habiteras ici et c'est une taxation non territoriale pour l'instant en Thaïlande. Donc tu ne seras pas obligé de payer d'impôts. Tu paieras juste des impôts sur l'argent que tu fais venir en Thaïlande. Ça par contre maintenant c'est établi. Si on est comme toi. Sauf si t'es comme moi et que t'es non fiscalisé. Mais tu peux pas être non fiscalisé. Il est fiscalisé, mais il le sait pas. il ignore sa fiscalisation, mais tu peux pas être non fiscalisé. Tu peux pas être un no man's land. J'ai décidé d'ignorer. Si tu n'ouvres pas les yeux sur le problème, c'est comme s'il n'existait pas. Voilà, n'écoute pas ce genre de conseils. Si tu veux t'expatrier fiscalement, il faut que tu sois fiscalisé autre part. Ok. Donc là, step, faut que j'ai un work permit. Ouais. Donc en ayant soit une société Thaï. Je pense que le plus simple du coup, ça va être la société Thaï. Là, ce que vous m'aviez expliqué tout à l'heure. Work permit, ça me permet d'avoir un tax ID en Thaïlande. Avec ce tax ID, à partir du moment où j'ai le tax ID, je peux essayer de fermer mes comptes en France, etc. Ouvrir la LLC aux États-Unis. En même temps, et du coup avoir un compte bancaire en Thaïlande, etc. La LLC aux États-Unis, tu peux l'ouvrir même avant. Ouais, tu peux l'ouvrir avant. Ouais. La LLC aux États-Unis, tu peux le faire aujourd'hui, il t'en bat les couilles. Le truc, c'est juste que... Il doit déclarer les revenus s'il l'utilise. Ouais, mais pour l'instant, il n'est pas obligé de l'utiliser. Il peut juste l'ouvrir comme ça, le 1 mois. Ah, tu peux l'ouvrir. 1 mois de battement en attendant de recevoir ton EIN. Et ben, au lieu de devoir attendre direct. Tu l'ouvres 1 mois à l'avance. Comme ça, dès que tu as ton EIN, le jour
où tu décides de fermer tes comptes français, le lendemain, tu as déjà ouvert un compte en banque aux États-Unis. Réglé. Ok, donc du coup, je peux avoir un compte aux États-Unis pour les clients Compte français, d'entreprise, Pour les, etc. comptes, pour les paiements Stripe, etc. Exactement. Et pour la partie Thaïlande, j'ai mon compte bancaire en Thaïlande. Voilà. Exactement. Et tu te feras des virements de juste de l'argent que tu as besoin pour vivre en Thaïlande et tu stockeras grosso modo sur ta LLC, sur ton compte de LLC si tu as beaucoup d'argent. Ok, c'est intéressant. Ça. Et le jour où tu as besoin d'acheter un truc. Et pour investir en bourse. Du coup, Tu peux, ouais. Tu ouvres un compte Interactive Broker. j'en ai US. déjà, j'ai un Ouais. compte des Giro là, mais Ouais. Ah, mais il est en France. il est. Au pire, je pourrais juste sortir l'argent et mettre sur Interactive Broker. Ouais. Parce que s'il est en France, c'est des assets, tu vois. Si tu as des biens immobiliers en France, des actions en France. Je suis pas sûr que est-ce que c'est en France? Alors, c'est pas en France, des Giro, c'est sûr. Même si c'est en Europe. Ouais, Europe, j'aurais pas ça revient confiance. au même. Mais si tu as une LLC, typiquement, je pense pas que tu puisses ouvrir un compte De trading pour une entreprise. Ouais. Non. Si, Mais par contre, tu peux passer par un mandataire, ouais. tu peux passer par un courtier auquel tu confies une partie des fonds de ton entreprise pour faire du trading, pour faire de l'investissement. Bref. Mais ça, faudra peut-être l'enlever de la Mais France. du coup, ça fera 150 € pour la Consultation en fiscalité. pour la session de consulting. Ça vaut plus cher que ça. Une heure, mais c'est nous, 300 balles. Ouais, mais Enfin, tarif d'amis. Non. Ouais, c'était intéressant. Non, mais je Non, pense que mais c'est exactement ce que je fais. Non, mais si tu veux, après Surtout le là. podcast en off, je te filerai les liens et tout de tout ce qu'il faut pour créer ta LLC. Ouais, T'auras le Même process. le work permit, il me le faut en soi. Ce sera tellement plus simple si Ouais. j'ai un work permit. Pour tout, quoi. Ouais, globalement. Ça facilite la vie, ouais. C'est quand même cool. C'est quand Bien même sûr. cool. Puis ça évite d'avoir besoin de se casser les couilles à aller en Malaisie ou je ne sais où tous les 3 mois. Enfin, avant, c'était tous les 2 mois. Maintenant, tous les 3 mois, c'est quand même chiant de passer des jours et des jours à faire des allers-retours. Et en plus, c'est illégal. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Et du coup, je sais pas si on avait fini sur l'histoire des associés, parce que toi, t'as mis ta femme en associé. J'ai rien fait pour l'instant. Ok. Est-ce Ah que ouais. tu... Ouais. Moi, Son projet, c'était de mettre 49% à sa compagne, 2% à son avocat et 49%. Moi, c'est la dernière chose que je ferais, mettre ma femme en J'ai une anecdote sur ça. 49%. Je vais vous la donner après, vous allez voir, elle est croustillante. J'ai une anecdote aussi. En fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que sur le contrat, il peut vraiment me protéger. Comme quoi, en fait, à n'importe quel moment, j'ai la possibilité de dire Oui. ma femme dégage et je mets un notaire. Oui, alors il va faire ce qu'on appelle des parts en blanc, c'est qu'il va faire signer la cession de parts à ta femme. Exactement. Et voilà. Mais c'est quand même beaucoup, 49%. T'es pas obligé de lui donner 49%. Tu pourrais lui donner 25 et donner 25 à une autre personne que tu connais, Je une connais amie. personne d'autre taille. Enfin, d'autre taille de confiance. Faut faire marcher ton réseau, mais typiquement, moi j'ai un pote, il a une chaîne YouTube, c'est Kevin qu'on va interviewer demain. Il a fait une chaîne de top 10 et tout en Thaïlande. Il a 10 millions d'abonnés. Donc en quelques années, il est passé de 0 à peut-être 1 million, j'en sais rien, ou 2 millions par an de générer. Il a tout fait avec sa femme à 50-50. Sauf que il veut plus être avec elle. À 49,51. Ouais, 49-51, il a laissé 51. Ça a été une galère. Ça fait 3 ans qu'il galère avec elle pour le divorce, parce qu'elle veut tout garder, elle veut tout lui plumer, tu vois. Il y a quasiment tout à son nom, tout ce qu'ils ont acheté, je sais pas, les voitures, les montres, l'immobilier. C'est une galère pas possible. Et du coup, c'est ton business, tu vois. Et si tu mets ta femme comme ça, tu risques de perdre non seulement la moitié, mais peut-être tout, parce que ça va bloquer tout ton business. Mais en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il y a quasiment aucun risque avec les contrats qu'il me fait. Il m'a dit, franchement, là, tu seras protégé. Si tu mets 51, oui. Mais si tu mets 49. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis 2 personnes qui se connaissent pas, 25%, 26%. C'est tout. J'ai une amie à Phuket qui a mis son nom, et j'ai mon ancien employé que je connais très bien. Elle a mis son nom. J'ai donné un petit billet pour le service, et puis si j'ai besoin d'elle pour signer des papiers et tout, je leur file un petit billet. Mais je suis full protégé. Ouais, moi j'ai fait pareil. On a pris pour la dernière société qu'on a rachetée là, on a pris la femme de l'un de mes meilleurs amis qui habite à Chiang Mai, qui a 26%. On lui a donné un petit billet pour le fait d'utiliser son nom. Et l'autre personne, c'est genre mon ex avec laquelle je suis en super bon contact. Et elles se connaissent, elles habitent à 1200 km l'une de l'autre, elles se connaissent pas, elles se connaîtront jamais de leur vie. Et ça protège parce que du coup, moi j'ai compris qu'il fallait faire attention à tout ce qui était contrat, à tout ce qui était garantie, etc. en Thaïlande quand même.
peu importe la situation, peu importe l'avocat que t'as, à un moment donné, tu peux quand même contourner un petit peu déjà parce qu'il y a de la corruption. Donc moi, j'habitais dans une villa à Phuket il y a 3-4 ans, pendant le Covid. En 2020, de 2020 à 2022, j'étais dans une petite villa sympa. Et le propriétaire, c'était un Anglais. Et le mec, il avait bossé 30 ans dans un magasin de bricolage, je sais pas, manager, je sais pas quoi. Il avait gagné un peu d'argent. Il avait pris l'intégralité de ce qu'il avait. Il avait vendu sa maison. Il est venu en Thaïlande. Il a acheté 2 baraques. Il en a mis une en location. Et il habitait dans l'autre. Et donc, du coup, voilà, la vie va bien. Ses revenus lui permettent, les revenus locatifs, ce que je lui donnais par mois, ça lui permettait de vivre et il travaillait pas trop. Voilà, il était comme ça. Et pendant le Covid, voilà, un petit peu la merde. Les gens ont plus trop d'argent, c'est la galère. Et dans les moments difficiles, c'est là où tu te rends compte de qui est qui. Et en gros, lui, il s'est levé un matin avec un Thaï qui est venu frapper chez lui, qui a posé un flingue sur la table du salon en lui disant, la maison dans laquelle on est là actuellement, maintenant, elle est à nous. Et la maison que tu mets en location, elle est à nous aussi. Parce que sa femme, la fille avec qui il était depuis 10 ans, avec qui il a des enfants, dont il a élevé son enfant à elle aussi, pendant le Covid, ils avaient plus d'argent. Elle a fait 10 millions de bahts de prêts. Il a jamais été au courant qu'elle avait pris les prêts parce qu'il a jamais ne serait-ce que vu la couleur de cet argent, ses enfants non plus. Mais elle avait emprunté 10 millions de bahts. Et comment est-ce qu'elle a pu se faire prêter 10 millions de bahts? En fait, elle a pris les titres de propriété des maisons desquelles elle n'est pas supposée être propriétaire parce que il a tout fait dans les règles de l'art. Ça veut dire qu'il a set-up une société thaïlandaise dans laquelle elle possédait 49%, lui 49% et une autre personne 2%. Ou, en tout cas, elle n'était pas majoritaire du tout. Il n'y avait pas de problème au niveau de ça. Ils avaient une société, donc la société était propriétaire des maisons, etc. Elle s'est démerdée d'une manière ou d'une autre pour aller au Land and Property Office ou un truc comme ça. Ouais. Elle a fait changer les titres de propriété. Elle a mis les maisons en garantie pour des prêts. Et les prêts n'ont jamais été remboursés. Le mec, il a économisé l'intégralité de sa vie pour acheter 2 maisons en Thaïlande. Il les a perdues parce que sa femme a décidé de faire des prêts pour aller jouer dans des casinos en ligne pendant le Covid. Donc super attention avec mélanger business et vie perso. Sauf, je sais pas si c'est vraiment ta femme et qu'elle travaille avec toi dans le business, ça make sense. Mais si c'est juste pour à la base, je voulais pas trop, mais en fait, je me dis, qui d'autre je peux... C'est plus intéressant de payer 5 000, 10 000 bahts à une personne que tu connais même pas forcément, en lui disant juste j'ai besoin de ta carte d'identité, tu vas être un prête-nom, et qu'elle sache pas vraiment trop pourquoi. Le mieux, moi ce que j'avais mis, c'est la sœur de ma copine, tu vois. Au moins, tu sais, elle est pas assez loin et elle est pas super proche de toi, mais elle est un petit peu, tu vois, elle est entre les deux. Si ton ex, elle a envie de te casser les couilles, elle peut très bien convaincre sa sœur aussi de te casser les couilles. Le mieux, c'est d'avoir une personne qui est pas du tout impliquée émotionnellement, pour qu'il n'y ait pas de risque. Ah non. Ah si, en fait, si, je peux en avoir 2. Ouais. Mon ancienne sœur d'accueil, voilà. pas la première, mais la deuxième que j'avais, qui est vraiment sympa. Et un pote taille que j'avais aussi aussi bête que ça. Et franchement, tu t'évites un paquet de... Alors, moi je suis vraiment le premier à défendre les Thaïs, etc. Il y a énormément de personnes très bien. Moi, tous mes potes en Thaïlande, c'est des mecs, ils ont des business, ils sont blindés, il y a aucun problème, ils vont jamais faire quoi que ce soit pour essayer de te baiser, même 10 bahts. Mais on sait jamais quand les temps sont difficiles, etc. Bien sûr. Là, ils s'attendaient pas. Il faut pas que tu laisses la possibilité que ça arrive. Ça veut pas dire que ça pourrait arriver, ça veut pas dire que ça arrivera. Mais il y a une chance. Il faut rester conscient, quoi que ça paraît. Même s'il y a 0,1% de chance, c'est pas la bonne solution. T'es étranger ici, t'auras jamais raison. Enfin. Et comme je te disais, même si les choses elles sont faites dans les règles de l'art, etc. Même ça. Tu donnes un billet à un mec du Land and Property Office, il te change les titres de propriété d'une maison. Et dans tous les cas, t'es baisé quand même. Donc, faut vraiment faire attention avec les histoires où il y a de l'émotionnel qui est impliqué dedans. Dans un pays où t'as pas la loi de ton côté, t'as pas les juridictions de ton côté, impliquer en plus l'émotionnel, c'est quand même tendre le bâton pour te faire battre globalement. Non, mais clairement, du coup, vous m'avez un petit peu convaincu, j'ai plus envie de mettre Putain, t'as bien fait de venir. C'est cool. Du coup, on a fait combien de temps là? Ça fait, je pense qu'on est quasiment à 1 heure avec les petites coupures, peut-être un peu plus. Est-ce que vous voulez faire un petit mot de la fin? Je
Je pense qu'on a parlé de beaucoup de trucs, c'était bien cool. On a parlé de plein de trucs. On a bien donné envie aux gens de venir s'exiler fiscalement en Thaïlande. Ouais. C'était un podcast sur le thème arrêter de payer des impôts en France. Et quelle serait la manière la plus intéressante de pouvoir arrêter de payer des impôts en France? Ce serait de gagner de l'argent en ligne en habitant ailleurs. C'est le moment où on peut plugger des business. Du coup, je vais en profiter pour faire un petit CTA. Si jamais vous êtes dans une situation qui vous intéresse pas forcément, si jamais vous êtes dans une situation qui vous plaît pas forcément en France, avec un métier dans lequel vous êtes pas forcément à l'aise ou que vous avez envie de gagner en liberté, peut-être financière, géographique, et ben vous avez tout va bien. Vous avez des chats qui sautent des étagères, mais vous avez aussi dans la description de cette vidéo le lien vers notre site internet Remote Revolution, dans lequel on vous apprend à générer 3 000 € par mois depuis votre téléphone, sans patron, sans horaire et sans qualification particulière. Regardez-moi, j'ai pas bac+5 et pourtant on est quand même là. À part les business. Nickel. T'as quelque chose à plugger? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Instagram. Isidore de Kiss sur tous les réseaux. De toute façon, on mettra tous les liens on va mettre les liens en description. Vous pourrez nous suivre et un petit peu voir ce qu'on fait si vous voulez nous suivre. Ton business, tu veux pas le plugger? Non, il fait du B2B, lui. Je fais du B2B, du B2C avec TikTok. Mais c'est pas forcément. Juste Isidore de Kiss, si les gens ont envie de me retrouver. Ok. Et DM si quoi que ce soit. S'ils te trouvent charmant. On va dire aussi dans la description quand même que c'est le sosie officiel de Michou. Faudra le dire. Parce que voilà, t'as quand même des qualités physiques qui sont celles de... Ah, super. et voilà, donc du coup, s'il y a des meufs célibataires qui ont kiffé Isidore de Kiss, sachez qu'il est en train de se... Là, il va bientôt annoncer à sa copine actuelle qu'il veut plus lui donner 49% de sa boîte. Et donc, du coup, il y a des parts de marché à récupérer. En plus, je lui en ai même pas parlé. Je lui ai même pas dit. Tant mieux, parce que ça aurait été dur de revenir en arrière. C'était dur de faire machine arrière. Ah ouais, c'est compliqué. Bon, c'est bon, finalement, il va pas se séparer avec sa copine. Ne le DMez pas tout de suite. Bref. Mais merci les gars. On se revoit dans le prochain épisode du podcast. Ouais, avec d'autres invités et humains et félins. Ou alors peut-être les mêmes invités félins, on verra. Mais en tout cas, on aura d'autres invités dans les prochaines sessions. Merci en tout cas Isidore d'être passé. Merci de m'avoir invité. Merci Patate. Merci Patate. Merci d'être venu. Merci Wyvern. Il est où là? Et merci Shannon, elle est derrière. Merci elle est en train Shannon qui fait tomber des étagères. Elle grimpe au rideau. Allez les gars, on se revoit bientôt. À plus. À plus. Ciao.